Bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Activez la cloche, commentez et partagez les vidéos. Bonsoir, il y a des secrets intimes, des secrets de famille qui empoisonnent parfois toute notre existence, que l'on tait par pudeur, par honte ou tout simplement parce qu'on estime, on considère que ça ne regarde pas les autres, comme vous, Fiona Gélin et Jean-Claude Brialy. Alors il y a parfois aussi des secrets qui sont jetés sur la place publique à notre corps défendant et puis il y a des secrets parfois terribles à porter dont on se trouve prisonnier comme vous, Marilyn Vinet, la fille d'Émile Louis et qui décidait aujourd'hui pour la première fois de parler à visage découvert. Alors comment vit-on avec le poids du secret? Qu'est-ce qui se passe quand on décide de rompre la loi du silence? Toutes ces questions, nous y répondons bien sûr avec tous nos invités tout de suite après notre sommaire en images. Habitué à collectionner les rôles de jeunes premiers et à voir son nom associé aux plus belles femmes du monde, Jean-Claude Brialy a attendu 67 ans pour dévoiler sa vie intime. Mais est-on sûr d'avoir fait le tour du personnage? Vous savez tout de moi, ou presque. Ça s'en va et ça revient. Ça, c'est l'image publique de Claude François, celle que conservent de lui ses fans d'hier et d'aujourd'hui. Mais pourquoi a-t-il fallu qu'il disparaisse pour que les langues se délient? On m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas être sur son chemin. Attendez, on peut couper là? Fiona Gélin, elle, a eu le sentiment que son image et ses secrets lui échappaient. Elle a décidé d'écrire pour dire sa vérité. Dévoilé, de toute façon, on m'a mis à nu et on m'a jeté des flèches depuis 15 ans qui n'étaient pas les bonnes. Donc au moins, là, c'est clair. Rémi a changé brusquement de nom à 16 ans. Pourquoi toute sa famille lui a toujours caché l'identité de son vrai père? Mais les secrets les plus lourds ne sont-ils pas ceux de Patrick, cet ancien voyou devenu industriel, qui nous explique pourquoi il a caché l'étonnante alliance qu'il avait nouée avec un policier? Ou ceux de Marilyn, la fille d'Émile Louis, l'assassin présumé des disparus de Lyon, qui accepte pour la première fois de dire tout ce qu'elle sait de cette terrible histoire? Bonsoir à tous. Évidemment, le secret, je crois que c'est ce que tout le monde partage, parce qu'on a tous bien évidemment des secrets de famille, plus ou moins difficiles à porter, et que l'on avoue aussi, dont on parle plus ou moins facilement. Jean-Claude Brialy. Oui, quand j'entends les amis qui sont là, les nôtres paraissent légers. Enfin, moi, ce sont les autres qui m'ont pas obligé au secret, mais à me taire, ce qui n'est pas la même chose. Voilà. Alors pour nous éclairer ou pour débattre aussi, Catherine Schwab, qui est rédactrice en chef au Match de Paris et qui a recueilli la confidence de beaucoup de nos stars, peut-être de vous-même, Jean-Claude Brialy. Non, Vous ne vous en souvenez plus. J'étais jeune journaliste et j'étais venue chez vous. Mais je ne vous ai pas dit des secrets. Non, je cherchais d'ailleurs pas à avoir... Non, mais je voilà. voulais approcher une icône à cette époque-là. Ah, une icône. Oui. Vous avez mis un cierge, j'espère. Emmanuel Pierrat, qui est avocat, qui défend le droit à l'image, droit à la vie privée. Gisèle Georges, pédopsychiatre. Et Guy Florian, qui était aux côtés de Claude François pendant de nombreuses années, qui a publié une biographie, oui, en tout cas, qui racontait ce que vous avez vécu à ses côtés, mais après sa mort. Donc vous avez rompu la loi du secret, c'est vous qui avez parlé de quelqu'un d'autre. Si on peut considérer que c'est un secret quand c'est la vérité, autant que... Moi, de toute façon, je l'ai fait parce que l'autre ne pouvait pas le faire lui-même. Donc, de toute façon, mais avec le sentiment d'avoir trahi? Pas du tout. Et vous avez eu l'accord de la famille? Non. Ah, ça c'est embêtant. Ils sont très contents. Ah bon, ils sont très contents. Bon, c'est bien.
On en reparlera, donc, Ouais. juste après. Je vais commencer avec vous, Jean-Claude Brialy. Je vais avoir du mal à vous présenter. On va faire court. On va dire que vous avez tourné avec les plus grands réalisateurs, avec les plus grandes stars, dont d'ailleurs vous êtes aussi amis. Vous venez de triompher encore dernièrement au théâtre avec Poste Restante, enfin dans Poste Restante, avec Lynn Renaud, pardon. Alors vous êtes inscrit un peu dans le paradoxe parce que vous avez finalement pas mal parlé des autres, enfin raconté des anecdotes. Hein. Vous avez beaucoup d'humour, on vous connaît pour cet esprit-là. De temps en temps, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir justement trahi des secrets? Non, parce que je raconte que les gens qui m'ont rendu heureux ou qui peuvent rendre heureux les lecteurs qui pourront lire le livre. J'ai aussi pas des ennemis, mais des adversaires ou des gens qui ne m'aiment pas. Donc cela, je n'en parle pas. Je ne parle que de ceux qui m'ont donné du bonheur. Alors vous avez toujours été quelqu'un de très très pudique sur votre vie privée. Oui, parce que j'ai été élevé comme ça. Mon père et ma mère, je ne les ai jamais vus s'embrasser sur la bouche. Mon grand-père disait toujours à ma grand-mère « dis donc », elle disait « je m'appelle Jeanne ». Il disait « dis donc, tu pourrais me passer ça ». Et le jour où elle est morte, il l'a embrassée sur la bouche. C'est la première fois que je voyais mon grand-père embrasser ma grand-mère sur la bouche. Donc il y avait une espèce de pudeur, vous l'avez dit. Je crois que c'est la sensibilité. J'ai été élevé comme ça. Et comment vous avez fait pour protéger votre vie privée alors que vous êtes tant exposé? D'ailleurs, on vient de le voir avec Catherine Schwab. Dès qu'elle dit « je vous ai interviewé tout de suite, vous avez dit « mais je ne vous ai rien dit ». Non, j'ai pas eu sauté. Je dis « je ne vous ai pas donné de secret ». Mais secret, j'en ai pas vraiment. Car j'ai eu une vie privée, donc elle est privée. Et j'ai eu la chance de rencontrer à la fois des femmes et des hommes dans ma vie. Mais j'ai jamais eu honte. Je me suis jamais caché. Bon, je ne voulais pas vis-à-vis de ma famille, de mon père et ma mère qui étaient assez sévères et assez chrétiens, assez dans une bourgeoisie étriquée et petite, de vouloir les choquer. Déjà, de faire du théâtre et du cinéma, c'était déjà une ignominie. Si je leur avais dit j'ai couché avec un garçon, ma mère aurait une crise cardiaque et mon père aurait rendu ses galons. Donc je voulais pas ni brusquer leur vie à eux, parce que c'était leur vie à eux, et je voulais pas que dans les économas ou dans les petits appartements d'une vie de fonctionnaire et de militaire, on leur dit alors il paraît que votre fils est pédé, alors c'est une folle. Enfin voilà. Bon, j'ai rien dit. Oui, alors pourquoi, c'était le sens de ma question aussi, pourquoi vous avez attendu votre 67e année pour publier Le Ruisseau, donc des singes aux éditions Lafon, qui a un très joli livre où vous racontez toute votre vie. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Je vous l'ai dit parce que mes parents étaient là. C'est uniquement à cause des parents? Oui, et puis en même temps, je ne trouvais pas intéressant d'aller expliquer aux gens avec qui je couchais. Quand, depuis 50 ans, quand un photographe vient chez moi, il me dit on va photographier votre chambre, je dis non, ma chambre, non. C'est là où je pense qu'un lit, c'est un lieu de naissance ou de mort ou de plaisir. Et je ne vois pas en quoi ça intéresse le public de savoir quel lit j'ai ou pas le dire. Donc ça, je le garde comme secret. Sauf que là, vous avez eu envie, vous n'étiez pas obligé de le faire. Oui, enfin, je veux dire, je parle naturellement de la vie. D'ailleurs, quand mon éditeur m'a dit, ce serait bien que vous racontiez vos aventures féminines et vos aventures masculines, j'ai dit mais pourquoi faire? On va pas mettre des étoiles et leur donner des concours. Et puis en plus c'est très mal élevé. Donc vous avez dit ça suffit. Très mal élevé pour les femmes que j'ai aimées et pour les hommes que j'ai aimés. Simplement, j'ai dit mettez une page blanche et comme j'en ai eu beaucoup, ils inscriront leurs noms les uns après les autres. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais que l'on regarde comment vous avez, vous, évolué tout au long de votre vie, au long de votre carrière, et aussi le regard que vos amis portent sur vous. Jean-Claude Brialy est un homme qui aime les femmes, et les femmes le lui rendent bien. Mademoiselle Barrault. Dans les soirées comme à l'écran, il est toujours apparu au bras des plus belles, comme ici avec Brigitte Fosset, mais aussi au cours d'une riche carrière où il fut le partenaire de Claudia Cardinal et de Brigitte Bardot, de Françoise d'Orléac et de Jeanne Moreau. Acteur dans 185 films, de la Nouvelle Vague à Patrice Chéreau, il a souvent joué les séducteurs, les jeunes premiers, charmants et drôles, un rôle qu'il prolongeait parfois dans la vie, car cet ami et confident des stars ne s'est pas toujours contenté de les escorter au Festival de Cannes. Ça fait bien chier Belmondo et Delon, que j'ai eu comme fiancée, et Nathalie Wood et Ava Gardner. Et Nathalie Wood était venue présenter un film, je crois que c'était West Side Story, et elle devait s'ennuyer, elle m'a trouvé sympathique, et hop. Ava Gardner, ça a duré un petit peu plus longtemps. Elle venait de se séparer, donc elle était très malheureuse de cette séparation, et j'étais un peu le bouche-trou, quoi. Enfin,
Il y en a beaucoup qui seraient contentés d'être le bouche-trou d'Ava Gardner, c'était moi. Voilà. J'ai parlé tout à l'heure d'Ava Gardner et de Nathalie Wood, mais quand j'ai croisé dans ma vie Nureyev, c'était pas mal non plus. Hein. Il m'a fait faire l'aller-retour Paris-Saint-Pétersbourg, non, Londres, c'était à Londres. Londres-Saint-Pétersbourg, dans la nuit, je suis rentré un peu fatigué, sans avoir fait un entrechat, ni avoir sauté, dansé, rien. C'était un très, très bon amant. Ah, il a été l'amant d'Ava Gardner et de Nureyev. Le petit prodige de la nouvelle vague était donc plus ambigu qu'il n'y paraissait. Après la mort de ma femme, de Jeanne, j'étais plus porté sur les Jules que sur les Julie. Et l'enverrou, on se moque de son tonton pédé. Oh. Jean-Claude Brialy a plusieurs fois joué des rôles d'homosexuels au cinéma, notamment pour Claude Chabrol. Des rôles dans lesquels il se glissait donc avec aisance. Ce qui est bien, quand on prend un homosexuel pour jouer un homosexuel, c'est qu'il ne se croit pas obligé d'avoir des gestes d'homosexuel. Ce qui lui permet de jouer d'une façon plus sobre qu'un type qui ne l'est pas et qui veut faire croire qu'il a compris toutes les nuances de son personnage. Tes menaces sont parfaitement claires. Mais quelle menace! Celle d'exposer au grand jour le fait que dans le passé, j'ai pu avoir des tendances homosexuelles. Des tendances? Des tendances? Mais t'es pédé, tu le sais! C'est pas vrai! Ne crie pas! Il avait envie de jouer ce rôle pour expliquer toute la souffrance qu'il peut y avoir derrière quand le personnage ne s'accepte pas lui-même. C'est ça qui est merveilleux dans cette pièce. Donc, il joue un rôle, il n'est pas le personnage de la pièce. S'il peut facilement se glisser dans la peau d'un homosexuel, en revanche, jouer un homo qui ne s'assume pas est un vrai rôle de composition. Car dans le métier, tout le monde connaissait ses préférences. J'ai toujours trouvé assez transparent à ce sujet-là, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire ne cherchant rien à cacher, ne cherchant rien à montrer, étant comme il est. De temps en temps, Jean-Claude, il adorait ce qu'on appelait faire la folle, c'est-à-dire d'un seul coup pousser des cris. Mais moi aussi, donc c'est... Mais si tout au long de sa carrière, il ne l'a jamais caché à ses amis, il ne l'avait jamais avoué publiquement. Il aura fallu attendre la parution en juin 2000 de son livre Le Ruisseau des singes pour qu'il y fasse brièvement allusion en quelques lignes sur les 450 pages de son ouvrage. Désormais, il peut en parler publiquement et c'est au magazine homosexuel Têtu qu'il donne sa première interview avant même la parution de son livre. Est-ce que vous pensez que sans le livre, il n'aurait pas été possible justement de lui en parler en interview ? La difficulté avec des gens comme Jean-Claude Brialy, qui sont des gens importants et qui ont une carrière, c'est qu'il faut trouver des occasions pour leur permettre d'évoquer leur vie privée. Cela dit, là, dans la circonstance, c'est lui qui l'a créé, l'occasion. Oh, ne crains rien. Tu vas pas te réveiller un de ces matins avec ton nom placardé à la une de tous les journaux à scandale. Vous remarquerez que dès l'apparition des journaux People, ces journaux ont choisi de ne pas traiter la vie sentimentale des personnalités homosexuelles. Alors que n'importe quelle actrice un tout petit peu connue, si elle a un nouveau Jules, elle est immédiatement saisie et le journal considère qu'il peut se prendre un procès, que tout ça n'est pas très grave. Alors qu'avec l'homosexualité, ces journaux-là sont gênés. Parce qu'ils savent aussi que probablement leurs lecteurs, et en particulier leurs lectrices, n'ont pas envie de savoir que tel chanteur ou que tel acteur est homosexuel. Elles préfèrent continuer à croire que peut-être il ne l'est pas tout à fait. Pour Jean-Claude Brialy, le problème est résolu. Les choses sont dites et imprimées. Même si pour le grand public, ça ne change pas grand-chose. Jean-Claude est quelqu'un de très populaire et tout le monde le sait. Et ça n'a rien changé à sa popularité. Ça prouve que les mentalités évoluent. Ce qui est bien, c'est que les cartes sont sur la table et que, comme c'est un être qui aime plutôt être en règle avec tout le monde, c'est bien comme ça. Je suis sûr qu'il se sent mieux. Bon, voilà, mes petits. Vous savez tout de moi. Ou presque. Ou presque. Oui. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Heureusement. Heureusement, hein. Ouais, c'est ça le jardin secret. J'aime bien ce que dit Chabrol. Voilà, c'était ce que je voulais vous demander, être en règle. Lynn aussi, mais j'aime bien ce que dit Chabrol parce que c'est vrai que je ne suis pas du tout, je l'ai dit, je n'aime pas la compagnie des folles. Je déteste aller dans des dîners de garçons, je n'aime pas les gens, enfin je trouve que des gens qui se travestissent pour leur métier, c'est formidable.
Mais j'ai jamais participé à tout ça. J'ai toujours adoré être avec des femmes. J'en ai et des belles. Et des belles. Et j'en ai eu quelques-unes dans ma vie que j'ai aimées. Donc, je veux dire, sans être bisexuel, j'ai choisi. Mais en même temps, ça ne m'a jamais posé de problème parce que je me disais, moi qui avais été enfant de cœur, qui savais que c'était le péché véniel, le péché mortel, que de toucher un copain, c'était pas bien, que c'était mal et tout ça, je me disais, au fond, le bon Dieu, s'il nous a fait comme ça, c'est que quand il y a de l'amour, il n'y a pas de péché. C'est beau, les amoureux qui se pécotent sur les bancs publics, mais quand c'est deux jeunes gens, c'est magnifique. Quand c'est deux vieux comme moi, je trouve ça un peu tristouné, quoi. Alors voilà, je me dis, l'amour est partout. Vous êtes pour la pudeur. Alors vous disiez justement que vous étiez touché parce que disait Claude Chabrol, être en règle avec soi-même. Est-ce que vous avez le sentiment, quand même, parce qu'il dit que si à un moment donné, même si ce sont quelques lignes, il fallait que ça soit dit pour non, simplement pour que ça ne soit... On me posait toujours des questions et on me disait, mais comment, oui, il ne s'est pas marié. Les gens me demandaient, mais alors vous allez vous marier quand, vous n'avez pas d'enfant, etc. Alors j'en ai eu ras-le-bol, j'ai dit, oui, d'ailleurs je me marierai peut-être un jour, vous serez peut-être surprise d'apprendre que je me suis marié sur le tard, mais enfin, vous savez, j'avais des copains comme Anthony Perkins ou Cary Grant ou d'autres acteurs qui ont été obligés de se marier en Amérique parce que les ligues féminines étaient tellement fortes qu'elles les empêchaient de travailler. Donc moi, en France, on est le pays de la liberté, on ne m'a jamais pas serré la main parce que j'aimais les garçons ou craché dessus. C'est vrai que de temps en temps, il y a des insultes parce que toute la vie, il y a des gens qui, vous savez, dans la rue, quand vous conduisez mal, les gens disaient pédé, salaud, enculé, etc. Mais dans votre livre, vous dites que si à un moment donné, vous n'en parliez pas, c'est qu'être pédé, c'était comme être bossu, les bonnes femmes ricanaient, les hommes faisaient des gestes obscènes. C'est vrai, tout à fait. Un jour, je suis descendu, j'étais chez des amis à Saint-Égulphe, dans le Midi, et j'étais mignon, j'étais beau garçon, enfin... Très beau. Non, maintenant je m'en aperçois. Oui, on était toutes séduites par vous, Jean-Claude Brialy. Je ne trouvais pas assez moche, mais enfin bon, bien, par rapport à Delon, je trouvais que j'étais pas... Bon, peu importe. Vous étiez en rivalité pendant un temps. Non, c'était lui le premier. Enfin, j'étais deuxième et je parlais bien, tout ça. Et alors j'arrivais sur la plage et j'entends la dame qui, sous son parasol, assez laide, comme ça, lourde, pleine d'huile, etc., qui dit à son mari qui était chauve, elle dit, oh, regarde, c'est pas mal, c'est de la viande perdue, quand même, c'est dommage. Enfin, d'une façon très élégante, elle disait que j'étais homosexuel. Autre paradoxe, d'ailleurs, Jean-Claude Brialy. Vous avez vraiment, vous avez parlé de Nourieff, mais vous avez toujours préservé, on n'en parlera justement pas sur ce plateau, en fait, vos grandes histoires d'amour, puisque vous avez vécu très longtemps avec deux hommes que vous avez aimés, et dont l'un d'entre eux, vous vivez toujours avec lui. Bien sûr, mais parce que... Pendant plus de 20 ans, à chaque fois, des très longues histoires d'amour. Bien sûr, mais moi, je suis quelqu'un de et que fidèle vous avez toujours protégé. en amour. Et oui, je trouve d'abord, c'était toujours... Plus maintenant, mais je me souviens quand j'étais avec ce garçon, j'étais très blessé parce qu'on le mettait toujours au bout de la table, comme si c'était le chauffeur ou le machin. Je dis, mais enfin, vous invitez la femme de monsieur, vous la mettez pas au bout de la table. Pourquoi lui, il n'a pas droit à avoir une place normale? Plus maintenant. Et souvent, des gens médiocres. Mais vous savez, je crois que j'ai été frappé par la relation entre Jean Cocteau et Jean Marais. Alors, à leur époque, c'était vraiment... en Angleterre, on allait en prison, jusqu'en 1960. Bien sûr, il faut le Oscar Wilde est mort en prison. Noël Coward, l'auteur dont j'ai joué Poste Restante, a eu peur de la prison. Les gens avaient peur. Aujourd'hui encore, en province et à Paris, quand on jouait la pièce avec Lynn Renaud, des mères de famille, des pères de famille, des jeunes gens et des jeunes filles venaient nous dire merci d'avoir osé, non, c'est pas une pièce scandaleuse, c'était une pièce sur le secret, mais en même temps dire vous avez osé dire parler de l'homosexualité. Faut pas avoir peur de ça, c'est comme les gens qui disaient il a le sida, donc il a la gale, il a la peste, il travaille plus, on le jette de la société. C'est honteux. Et moi j'ai souffert, jeune homme, parce que j'entendais ricaner. Les années là passant, vous avez interprété plusieurs rôles justement. Oui, là je ne veux pas me spécialiser, maintenant je commence à bien faire. Justement, c'était... jouer un agriculteur, je ne pourrais pas le faire non plus, ni dans une mine. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que j'ai eu le sentiment que c'était à un moment donné, enfin presque comme un acte militant entre guillemets. Est-ce qu'il fallait, ces dernières années, vraiment le dire, interpréter... Mireille, je dis toujours au metteur en scène qui me dit, tu sais, c'est un type très antipathique. Je me dis, ça me plaît parce que je vais essayer de le rendre sympathique. Un homosexuel, pour moi, c'est pareil. Je voulais qu'on ne dise pas
C'est qu'il fait des manières et des trucs. Je voudrais garder ma force et j'espère ma virilité et pas en faire justement des caricatures. Et pourtant, vous êtes fait violence parce que je crois que la première fois que vous avez joué la pièce, ou même peut-être que ça le fait à chaque fois, quand Line Renaud vous dit d'une façon très violente comme ça, mais si, t'es pédé, et que les gens rient, je crois que ça vous a... Non, ça a d'abord, été elle voulait pas dire le mot. C'est moi qui lui ai dit. Ah, c'est vous qui l'avez obligé. C'est moi qui lui ai dit, il faut que tu le dises. Parce que pour les gens, c'est une insulte. Tout d'un coup, lui dire, tu n'es qu'un pédé, c'est une horreur. Voilà. C'est-à-dire que ça résume l'individu juste à une préférence sexuelle, c'est horrible. Pour le personnage, c'était lui enlever le masque et découvrir son secret. Eh bien, tous les soirs, j'ai joué la pièce 200 fois, les gens applaudissaient et riaient. Je me disais, là, ça n'a pas changé. On continue à se moquer des gens qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Et moi, je suis pour la différence, et que ce soit des Japonais, des Arabes, des Juifs ou des Noirs. Alors, vous parliez tout à l'heure de vos parents, oui. Et vos parents n'avaient jamais parlé avec eux. Non, mais ça n'a jamais été abordé. C'est l'hypocrisie bourgeoise, ma chère. Vous savez, il y a une phrase de Tristan Bernard qui dit, c'est une chose terrible, il dit « Ils croient qu'ils sont heureux parce qu'ils sont immobiles. » Ils étaient immobiles. Surtout, n'en parlons de rien, ne parlons pas de ci, de quoi, de machin. On parlait peu de politique, on parlait peu des impôts, on parlait peu de tout ce qui fâche, que la voisine avait couché avec le capitaine. On n'en parlait pas. On le savait. Père dans l'armée, on ricanait. Oui, il était colonel. Donc, on n'en parlait pas. Donc, pour moi, c'était un secret. Ma mère et mon père ont reçu avec toujours beaucoup de gentillesse mes amis, mais évidemment, on n'allait pas dans le même lit, quoi. Ah oui, donc... il y avait un côté hypocrite. L'hypocrisie. Mais enfin, je me disais, ça leur fait pas de mal, moi ça fait pas de mal non plus. Ils m'auraient dit du mal de la personne avec laquelle je vivais, j'aurais été choqué et je ne serais plus revenu. Donc c'est resté en l'état jusqu'à leur disparition. Oui, mais enfin maintenant ils le savent. Mais vous savez, ma mère a dit, 3 semaines avant de mourir, elle a dit à une voisine... Au fond, Jean-Claude, il est gentil. Elle a mis 67 ans à se rendre compte que j'étais quand même gentil. Et donc, c'est ce que vous disiez, vous n'avez jamais parlé. Ce livre n'aurait pu être publié avant le décès de vos parents. Absolument. Il fallait qu'ils ne soient plus là pour que vous puissiez l'écrire. Oui, parce que ça me soulageait, non pas qu'ils ne soient plus là, mais de me dire, d'abord, la société a évolué, et puis j'en avais un peu marre, depuis 50 ans, qu'on me pose toujours les questions les mêmes. Je regrette aujourd'hui peut-être de ne pas avoir d'enfants, mais je pense que j'ai eu une vie qui est lumineuse, où j'ai eu beaucoup d'amour de ceux qui me l'ont apporté, donc j'ai rien à me reprocher, ni à rougir de ce que j'ai fait. Il y a une chose que vous dites aussi sur votre famille, que d'autres auraient pu taire. Et juste avant d'y revenir, je voudrais quand même demander à Catherine Schwab, qui donc travaille à Match maintenant depuis environ 9 ans, comment vous expliquez justement que cette partie privée de la vie de Jean-Claude Brialy ait été protégée, que les médias n'en aient pas parlé, alors que quand on l'entend dans le milieu, Jean-Claude ne s'en est jamais caché, tout le monde le savait, il n'en faisait pas état. Parce que ça n'intéressait personne. Ça allait de soi. Oui, mais je crois que c'est un petit peu comme la fille de François Mitterrand, comme Mazarine. Tout le monde était informé qu'il avait une fille et personne n'en parlait. Je vous remercie de me comparer avec mademoiselle Mazarine. Non, mais c'est un secret et on avait souvent l'occasion de côtoyer Mitterrand, on n'avait pas envie de se fâcher avec lui. On avait aussi souvent l'occasion de vous solliciter parce que chaque fois qu'on avait besoin d'un témoignage, on était sûr qu'en appelant Brialy, il allait nous sortir des anecdotes amusantes. Vous aviez besoin de lui, donc il ne fallait pas le Et en plus, c'est vrai que 100 ans, parce que les journalistes ne sont pas des insensibles, on sent tout de suite s'il y a une petite gêne. Alors, soit on force et on joue le côté journal sensationnaliste, soit on respecte. Et effectivement, on met une phrase un peu ambiguë que comprendront ceux qui voudront, mais en général, on voulait simplement le ménager, tout simplement. Et il faut bien dire qu'on reproduisait textuellement la si pirouette. Vous dites le ménager, ça ne lui va pas, mais l'aimer, ça lui va. Non, mais ménager, c'est bien aussi. Non, le ménager parce qu'on l'aimait. Voilà, c'est ça. Elle se rattrape bien. Emmanuel Pierrat, vous qui êtes avocat, donc spécialiste du droit à l'image, est-ce que vous avez attaqué beaucoup, avoir fait beaucoup de procès, en tout cas demandés par des personnalités? Oui, pour toutes sortes de registres.
de la vie privée. Mais bien évidemment, on ne fait pas le même type de procès, on n'obtient pas le même montant de dommages et intérêts pour des relations qui ne sont pas de la même nature ou qui ne révèlent pas, qui n'entrent pas dans le même degré d'intimité. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, l'homosexualité n'est pas révélée sans le consentement en France des intéressés, parce que ça coûterait sans doute beaucoup plus cher que de rapporter leur mariage qui, même s'il appartient à leur vie privée, est quand même un événement quasi public ou en tout cas connu de chacun. Je voulais vous demander, il paraît que la France est le pays où justement le droit à la vie privée et le droit à l'image est le mieux protégé. On est dans le système juridique le plus répressif, entre guillemets, ou le plus protecteur, ça dépend du point de vue où vous vous placez. Parce qu'en Allemagne ou en Italie... Le droit français adore d'ailleurs la notion de secret. On parle de secret professionnel, de secret de la correspondance, de secret de l'instruction, de secret des affaires. On adore le secret, on adore le respect de la vie privée. Le résultat, c'est qu'effectivement, nous sommes dans le pays où on peut le moins publier sans autorisation. Catherine Schwab, est-ce que vous l'avez déjà fait, à un moment donné, de trahir un secret? Est-ce que ça vous est arrivé? Non, quand on l'a fait, on avait l'impression qu'on avait le feu vert de la personne interviewée. Il nous est arrivé... Non, on avait l'impression... Il nous arrive que dans le flot d'une interview qui dure très longtemps, et moi j'ai fait de longues interviews confidentes justement, l'interrogé oublie que le magnétophone tourne et même ils disent des choses. Alors quand on vous dit « je suis allé trop loin », comme ça peut arriver d'ailleurs tout autour de cette table, mais après je n'ai pas envie que cette chose que je vous ai dite soit à l'antenne, soit publiée. Est-ce que vous le respectez toujours? Mais souvent, ils ne se souviennent plus de ce qu'ils ont dit. Donc le papier sort, sauf s'ils demandent à relire. Ce qu'on refuse en général, parce que, question de déontologie, on fait notre métier et on est censé savoir. Mais quelqu'un qui se laisse aller, Catherine Schwab, et qui à un moment donné dit, voilà, je vous ai dit ça, mais je vous en prie, je n'ai pas envie que ça soit public. En général, on l'accepte. Si elle se souvient, ou il se souvient de ce qui a été dit, oui. Oui, non, nous on craint les procès, donc de toute façon on ne va pas non plus faire de la provocation. Vous vouliez ajouter quelque chose, Gisèle Georges? C'est clair que moi, en tant que pédopsychiatre, ça me choque terriblement, parce que la confession, les secrets, je passe ma vie à en entendre. On doit apprendre à avoir une pudeur systématique. Je veux dire, le recueil de la parole est tellement important, et oui, les gens oublient, et oui, les gens ont oublié qu'ils ont dit ça, et 2 jours après, ils regrettent, c'est important, et puis la façon dont ils vous l'ont dit, la façon dont ils l'ont vécu, ils ont besoin de le retravailler et de le sortir comme ça franco. Moi, je trouve ça terriblement choquant et terriblement impudique et agressif pour les gens. Moi, je voudrais vous demander, est-ce qu'il arrive très souvent que les gens, justement, confient des secrets après la disparition des parents? Enfin, des secrets, en tout cas. Une chose, même si elle est connue de tous, mais quelque chose qu'on n'a pas évoqué avec ses parents après la disparition. Oui, parce que le secret avec les parents les lie. Et défaire ce lien, c'est risquer de détruire une famille, c'est risquer de faire du mal, de choquer, de détruire d'autres membres de la famille. Donc on va se protéger et protéger sa famille et se donner cette loi. C'est vraiment une loi, c'est un impératif de protéger sa famille jusqu'à ce que la personne auquel on est le plus attaché et qu'on voulait le plus protéger décède, ce qui délie à ce moment-là du secret. Alors, je voulais revenir, Jean-Claude Brialy, à des choses que vous avez dites dans votre livre. Vous parlez de la disparition de vos parents et de l'héritage. Vous avez été choqué par le comportement de votre frère. Et je voudrais savoir, Jean-Claude Brialy, c'était indispensable justement pour tirer un trait avec lui, pour dire... Tout à fait. C'est un exorcisme. Mon frère, toute sa vie, a été fasciné par moi, très gentiment d'ailleurs. Il me trouvait épatant parce que je faisais les 400 coups, parce que j'osais faire des trucs, j'étais en danger tout le temps. Bon, très bien. Le jour de l'enterrement, chère Mireille, j'arrive, tout était étiqueté, rangé, les tapis, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de... Et là-dessus, mon frère me dit, mais de toute façon, tu ne veux rien, puisque tu as tes millions, ton château et tout ça. Alors là, je me suis énervé, j'ai dit, papa et maman nous ont laissé quelque chose, pas des milliards, mais un petit peu d'argent, et des souvenirs surtout. Je prends la moitié, ce qui est droit à moi, et c'est moi qui donnerai. Et dans mon testament, j'ai dit à la personne qui vit avec moi, personne de ma famille.
Voilà. Ouais, là, c'est point final. Là, c'est Donc, je voulais c'est un point final à une histoire de famille. Voilà. Mais j'ai jamais eu d'histoire de famille parce que moi, ma famille, à part mes grands-parents qui étaient Et du coup, merveilleux. plus de secret de famille, puisque Voilà. ce que d'habitude, Terminé. parce qu'en général, l'héritage, j'en parle parce que c'est vraiment ce qu'on garde. Hein. On n'en parle pas, tout le monde a Oui, mais honte. ça boue, ça Là, boue. Oui, oui, j'ai vu. Hein Et dans le livre. Non, je voulais c'est simplement voilà. dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez blessé votre frère? Sans doute. Mais je m'en fous complètement. Mais je m'en fous complètement parce que... Non, je m'en fous complètement parce parce qu'en que fait, là, vous avez révélé quelque chose. Non, parce que mon frère, il est- j'ai toujours l'affection pour lui, puisque c'est mon frère, quelque part. J'entends bien, mais vous auriez pu, vous, là, Jean-Claude, respecter le secret par rapport à lui, que ça reste entre vous. Oui, mais vous n'y avez pas pensé? Non, parce qu'il n'a pas pensé quand il a fait quand il pliait tout ça, si ça pouvait me blesser moi. Et puis je veux que les gens sachent que nous, les acteurs, même si on est privilégiés pour beaucoup de choses, ce qui est vrai, on est des êtres humains comme les autres, et on a des souffrances, des blessures et des secrets qu'on révèle. Et comme quoi la frontière est toujours, elle est fragile à un moment donné, soi-même. Ouais. Mais j'ai encore des secrets, chère Mireille. Oui, mais ça c'est sera bien pour ce la prochaine émission. C'est bien ce qu'on avait compris. Alors, bien évidemment, vous connaissez tous Claude François, puisque de son vivant, il a quand même alimenté beaucoup la presse people. Et bien sûr, les langues se délient toujours après la disparition de quelqu'un, comme toujours. Depuis sa disparition, on découvre l'autre visage de l'artiste, une image plus intime, plus secrète, parfois moins flatteuse. Qu'il s'agisse de Tiki Olgado, son secrétaire, du photographe Jean-Marie Perrier, de Fabien Lecoeuvre, dépositaire de sa mémoire, ou de Sylvie, son habilleuse, les langues se délient. Il pouvait être très dur, très autoritaire, très violent dans ses propos, dans sa façon de réagir et de vouloir tout, et à la minute même où il en avait besoin. Moi-même, j'ai assisté à des scènes incroyables où Claude François traitait les gens avec qui il travaillait d'une manière, mais je crois qu'il n'y a pas de qualificatif. Ah oui, là, il était dur dans le business. Ça, il fallait assurer. Hein. C'était un nerveux, le mec. Hein. Il n'était pas là pour rigoler, parce que lui, il fallait que ça marche, il fallait que ça roule. Alors ça, c'est vrai que Tiki Olgado, ça ne devait pas être facile. Alors comment ça se passait? Quels étaient vos rapports? Très difficile. Très difficile, parce que tellement excessif que pour travailler avec lui, c'était... D'ailleurs, après, j'étais devenu une perle, quelque part, parce que le fait de rester autant de temps avec lui, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les fameuses notes de service de Claude François sont restées longtemps confidentielles. Sylvie n'hésite plus à nous en révéler le contenu. Sylvie et Peggy, tous les costumes des Claudettes et de la troupe doivent être dans un état impeccable, toujours. Pas un bouton qui manque, pas une fermeture éclair craquée. Or, je remarque depuis plusieurs galas que les combinaisons beige transparentes des danseuses ont 3 sur 4 la fermeture éclair craquée. C'est inadmissible de ta part, responsable des habilleuses, et de la part de Peggy, responsable des danseuses. Je ne veux plus jamais voir ça, sinon je casse tout. Il fascinait, il savait qu'il avait une espèce de pouvoir de fascination. Il le sentait. Les gens n'avaient peut-être pas besoin de lui dire, ça se lisait dans le regard. Et ça, je pense que Claude François l'a habilement utilisé. On peut quand même le dire aujourd'hui. Comme le révèlent ses collaborateurs, Claude François usait largement de son pouvoir de séduction. Le collectionneur de tubes collectionnait aussi les conquêtes. Il y avait toujours dans son sillon les femmes qui comptaient et qui sentimentalement avaient une carte de cœur, on va dire, à travers lui et pour lui. Et puis vous aviez après les femmes avec des rapports sexuels. Tous les jours, j'allais chercher le courrier en bas, parce que j'habitais boulevard Exelmans, chez lui. Et donc, dès que je descendais chercher le courrier, il y avait 100 petites qui avaient 16 ans, qui avaient mon âge, quoi. Donc, c'était, t'imagines, tu sortais, tu ouvrais, tu n'avais qu'à choisir, quoi. Donc, c'est pour ça, c'est un conte de fées, quoi. J'avais 18 ans, donc j'étais vraiment toute jeune. J'avais aucune expérience, j'avais jamais travaillé. Et surtout, j'étais amoureuse, hein, c'est tout. J'étais fan, c'était mon idole. Mais c'était un amour à sens unique. Attendez, on peut couper là? Claude François a disparu en emportant ses secrets. À peine en a-t-il dévoilé quelques-uns, au hasard de ses chansons. Alors c'est fou ce qu'on a pu entendre sur Claude François, c'est pour le moins contrasté.
Non, Oui. Guy Florian, alors vous allez encore plus loin d'ailleurs, puisque vous avez publié une biographie, c'était il y a 4-5 ans, qui s'appelle Claude François, l'enfer du décor. Je rappelle que vous avez été son directeur artistique pendant 5 ans, de 73 à 78, mais vous l'aimiez vraiment, vous étiez son copain pour écrire l'enfer du décor? Non, mais j'étais même pas son copain quand on travaillait ensemble. Et puis en même temps, si vous voulez, moi je voulais rétablir des vérités, c'est-à-dire que tout au moins j'en avais assez d'entendre certaines choses, je voulais tout au moins montrer qu'on travaillait et que si il avait un comportement qui était pour le moins excessif quelquefois, c'était parce que... Vous comparez à Caligula et Néron quand même dans le livre. Mais oui, parce que ça aurait été à une autre époque, je suis sûr qu'il aurait fait sauter quelques têtes quand même. Moi, quand je suis arrivé chez Claude, il ne m'a pas parlé avant 6 mois. C'est-à-dire qu'il faisait une note de service avec le magnétophone comme ça en disant « Vous direz à Guy Florian, le nouveau directeur artistique, que c'est un enfoiré, etc. » Enfin bon, des choses comme ça. Et j'avais ma note le lendemain où on me disait tout ça. Mais vous avez résisté combien de temps? 5 ans quand même. Ouais. Donc c'est-à-dire que... Mais vous n'êtes pas partie des courtisans ni des esclaves. Pas du tout. Mais Guy Florian, franchement, la description de Claude François, elle est absolument épouvantable. C'est quelqu'un de méchant qui place des micros partout dans les bureaux pour voir ce qui s'y passe, surveiller tout le monde, qui est un dragueur fou de très très jeunes femmes. Mais ça, bon, il y a eu quelques cas. Il y avait aussi des jeunes filles qui dormaient devant la loge de Luis Mariano. Paradoxal aussi, c'est que c'était souvent des gens qui travaillaient avec lui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans la journée, elle le voyait comme un homme, mais le soir, elle le voyait comme une idole. Mais elle subissait les caprices de l'idole dans la journée. Est-ce que vous avez, avant de le publier, est-ce que vous l'avez fait lire à la famille? Je pense en particulier aux enfants de Claude François. Il y a certaines anecdotes sur le père qui sont quand même un peu dures. Vous leur avez demandé autorisation? Non. Non, je vais vous dire pourquoi en plus. C'est parce que d'abord, je voulais être libre, quitte à avoir même pas de problème après, parce qu'il n'y avait pas matière à problème dans ce livre. Il n'y avait aucun problème. Et en plus, donc non, parce que ça semble être la vérité. Pour autant, est-ce qu'on peut dire toute la vérité sans l'accord des... En tout cas, je parle de la famille. Moi, je crois que justement, parce que j'aurais révélé aussi un Claude François qu'ils ne connaissent probablement pas. Moi, vous savez, Claude, je le vois souvent, le fils. Et il est très content de me voir. À chaque fois, si je sonne à la porte de son bureau, il me dit tiens, viens, assieds-toi. Et puis on commence à discuter parce que je lui montre un père qu'il ne connaît pas. Est-ce qu'il vous a confié des choses où, à un moment donné, vous vous êtes dit, comme ça arrive pour nous tous dans nos métiers, je dis quelque chose à quelqu'un en disant c'est sous le sceau de la confidence, et vous l'avez écrit maintenant. Alors là, je vais être très décevant parce que j'ai eu une ou deux confidences à un moment donné, et ça, c'est pas tout le monde l'a su après, mais il est évident que on ne l'a pas dévoilé, ce secret, on lui a fait dévoiler le secret. C'était quand même très important parce qu'il fallait que ça vienne de lui. C'était quoi ce secret? C'était son deuxième fils. C'était Marc. Et Marc était un peu en retrait parce que Claude avait peur qu'en ayant une grande image de pater familias, il perde ses femmes. Donc on ne parlait pas trop de Marc, on parlait surtout de Coco. Alors, si on arrive là, c'est le plus gros secret de Claude François, qui a pendant un temps caché la naissance de cet enfant. Voilà. Pour qu'il ne soit pas une image de père et qu'il reste le jeune homme, c'est ça? En même temps, il voulait peut-être le protéger aussi. Bon, ça, je ne sais pas. Cela dit, moi, je suis arrivé à ce moment-là où c'était une espèce de cellule de crise chez Claude. Et qui en a parlé? Qui a tout dit? C'est Claude. C'est lui, sous la pression de tout le monde. Tout le monde a commencé à lui dire tu peux pas continuer comme ça. À cacher ton fils. Ouais. Et ça, en plus, il était marié, enfin c'était ses fils légitimes. Mais ça, personne ne comprenait trop ce problème qu'il avait. Est-ce que malgré tout, vous avez gardé certaines choses pour vous, ou vous avez vraiment tout dit? Est-ce que parfois vous dites ça quand même? Quelques petites choses, vous avez gardées pour vous? La question est ambiguë parce que si je dis que je cachais quelque chose, on va me dire mais qu'est-ce que tu as caché? Non, moi, je ne vous poserai pas la question. C'est sur le principe. Mais, si vous voulez, sur le principe, Claude m'a dit une ou deux choses à un moment donné que j'ai gardées pour moi. Catherine Schwab, vous qui êtes journaliste, est-ce que vous avez été surprise par ce qui était d'abord dit dans le reportage, dévoilé ensuite par Guy Florian? Est-ce que c'était des secrets de Polichinelle? Un peu, oui. À moins que vous ayez justement ces 2-3 confidences que vous avez retenues. Ne me faites pas ces yeux-là, je vais venir par les dire. Justement, il y a
prescription. Parce qu'après, elle va être maintenant. publiée. Il était homosexuel, c'est ça? Alors attendez, ça c'est intéressant ce que vous êtes en train de me dire, c'est formidable. On va pas faire un débat sur l'homosexualité. Oui, avance avec quoi? Moi, disons, bon, on m'a toujours dit ça, etc. Bon, moi, je veux dire, moi, Claude, j'ai jamais ressenti comme un homosexuel. Très franchement, non, il était trop fou des nanas, etc. Bon. Il aurait droit, de toute façon, je veux dire aussi, à avoir envie de garder sa sexualité secrète. Exactement. Tout individu a droit à garder sa vie sexuelle secrète. Moi, je voudrais demander justement à Maître Emmanuel Pierrat, c'est difficile de dire maître, hein, vous êtes assez jeune, vous avez quel âge comme avocat? 34 ans. 34 ans. Je suis bien lifté. Emmanuel Pierrat. Donc, Vous êtes marié? Allez-y. Lisa, vous avez des enfants? Non. Il y a des chats? Non, je ne sais pas quelle conclusion on peut tirer sur la sexualité des gens à partir de chats. Ah ben, vous savez, nous, on est très forts. On est très, très forts. Je voudrais savoir, est-ce que pour vous, il y a violation de la vie privée? Est-ce qu'on peut écrire, après le décès de quelqu'un, tout ce que l'on veut à partir du moment où on estime que c'est la vérité? Le droit ne coïncide pas avec la notion de vérité. Alors, ça coïncide avec quoi? Ça coïncide avec la notion d'abord de vie privée. Et il y a des tas de choses qui peuvent être justes et vraies, et qui appartiennent néanmoins à la vie privée, donc il est interdit de les divulguer, de les rapporter, de les rendre publics. Qu'est-ce qui, alors, parce que c'est tout le thème, qu'est-ce qui est du domaine... appartient à la vie privée. Tout ce qui ne fait pas partie stricto sensu de la vie professionnelle et publique. Tout ce qui ne fait pas partie de la vie d'acteur de Jean-Claude Brialy. Yves Montand, tout ce on qui l'a ne fait pas déterré partie, pour lui faire... bien sûr, tout ce qui ne fait pas partie de la honteux, vie ça. de chanteur de Claude François, tout le reste appartient à leur vie privée. Leur vie de santé, leur vie famille, leur vie sexuelle, leur véritable identité sexuelle, leurs convictions religieuses, leur goût personnel, leurs hobbies, leurs loisirs. Ça, c'est quoi? Tout ça, c'est de la vie privée. On peut considérer que quelque chose est diffamatoire et ne peut pas être écrit, même si c'est vrai, parce que ça porte atteinte à l'honneur et à la considération. Voilà, il y a une dichotomie, il y a un vrai décalage. On peut drôlement jouer avec la loi et l'interprétation de la loi. Le mot diffamation, c'est réputation, en fin de compte. Il faut avoir un bon avocat, voilà, on l'a trouvé. Bon. Alors, je voudrais vous demander, Fiona Gélin et Jean-Claude Brialy, justement, comment vous réagissez l'un et l'autre à ce qu'écrit Guy Florian et au fait qu'aujourd'hui, parce que vous travaillez vous aussi avec des équipes autour de vous, en tout cas des attachés de presse, des gens qui vous côtoient, si tout à coup, ils dévoilaient des choses qu'ils connaissent de votre vie. Moi, j'ai pas de valet de chambre et pas de chauffeur. Pas les gardes du corps. Beaucoup de gens dévoilaient des choses. J'ai pas de garde du corps. J'en trouverai peut-être un tout à l'heure en partant de l'émission, mais je m'arrange pour qu'on ne sache pas trop. Je brouille les pistes. À quel moment vous vous sentiriez le plus trahi? Est-ce que ce serait quelqu'un justement qui vous a aimé et qui divulgue votre histoire d'amour, ou quelqu'un qui a travaillé avec vous? Est-ce que vous faites une différence? Quelqu'un qui m'a aimé. Parce que quelqu'un qui travaille avec moi, il se dit, je vais faire du pognon, je vais raconter les galipettes de mon patron. Bon, je ne lui pardonnerai pas, mais je trouve ça dégueulasse. Mais quelqu'un, un ami ou un amant, ou une maîtresse... D'ailleurs, je déteste les femmes, les veuves, qui publient les lettres de leur mari auteur, ou qui livrent des secrets sur tel ou tel. Je trouve ça épouvantable. Et je trouve vraiment indigne qu'on profite de la mort de quelqu'un qui ne peut plus se défendre. C'est terrible, parce que les gens qui vous ont aimé, les gens avec lesquels vous avez travaillé... Donc ça vous choque moins? Ah oui, tout à fait. Fiona Gélin, est-ce qu'il y a eu des approches qui ont été faites auprès de vous pour publier biographie sur votre père, Daniel Gélin? Est-ce que ça a été fait et comment vous réagissez ou vous auriez réagi? En fait, ma bio est partie de qu'il y a 1 an et demi, on m'a demandé d'écrire un livre sur papa. J'ai refusé. Et c'est vrai que si ça devait arriver, je suis tellement loin de ça. Je veux dire, papa est parti il y a 2 mois et demi, donc... Et puis papa, il a écrit sa vie. Voilà, déjà d'une. Bien sûr. C'est bien qu'elle dit, en parlant de Daniel, que j'ai connu tellement bien, papa. Je trouve ça très joli. C'est tellement tendre et tellement beau. Papa. Alors, Fiona dit papa, elle a 40 ans, la quarantaine, on va dire. Ouais. Donc, je le rappelle, comédienne. Tout récemment, alors la presse People a fait état de votre mariage avec le bel Umbaldo, italien. Oui, de Florence, oui. Et auparavant, tout au long de ces années, c'est vrai que régulièrement, vous avez donné des entretiens pour parler de donc, ce parcours chaotique, on le disait tout à l'heure. Moi, en fait, le départ aussi de ce livre, ça a été que je trimballe une image depuis 15 ans, enfin même 20 ans, qui n'est pas la bonne.
Et c'est vrai que j'ai écrit, en fait, j'ai même craché ces mots sur papier il y a un an. Retour d'errance, donc aux éditions Michel Lafon. Voilà, donc en fait, c'est comme si j'avais sorti mon journal de bord, mon carnet de bord, comme ça, c'est ma carte d'identité de maintenant. Mais c'est la mienne. Alors avant de poursuivre, je voudrais que l'on vous resitue justement dans la grande saga de la famille Gélin et en même temps voir comment vos amis vous ont aussi soutenu tout au long de ces années de galère. On regarde. Daniel Gélin, disparu récemment, a fondé au cours de sa vie amoureuse un véritable clan. Ce jeune premier, qui fit se pâmer un nombre incalculable de femmes, épouse en premières noces Daniel Delorme, avec qui il aura Xavier, le fils aîné. Puis d'une union libre avec une belle attachée de presse, naîtra Maria Schneider, inoubliable interprète du dernier tango à Paris. Arrivera ensuite la deuxième épouse, Sylvie, mannequin fétiche de Christian Dior, qui donnera naissance à Manuel et Fiona. Enfin, Daniel épousera en troisième noces Lydie et aura encore un enfant. Pour ceux qui ont tout suivi, on l'aura compris, Daniel Gélin était épris de femmes et de liberté. Il cavalait beaucoup, papa, après les filles. Donc, quand j'ai commencé un petit peu à lorgner la jante féminine, c'est vrai que les conseils étaient tout prêts, quoi. C'est vrai qu'il m'a raconté beaucoup de choses. Mais une des femmes qui aura le plus compté dans la vie de Daniel Gélin, c'est sa fille Fiona, avec qui il aura une relation privilégiée. On avait une maison très agréable. Regardez, ça sent le bonheur. Une enfance de Fiona, je pense que beaucoup d'enfants pourraient l'envier. Si Fiona paraît être une petite fille épanouie et heureuse, son adolescence est moins souriante. Elle est complexée par son physique, en particulier par sa maigreur. Ironie du sort, c'est en faisant des photos de charme qu'elle débute pourtant quelques années plus tard sa carrière. Elle obtient ensuite son premier rôle au cinéma dans Le Grand Carnaval. Mais Fiona aura beaucoup de mal à se débarrasser de l'image de bimbo de ses débuts. En 1977, Daniel Gélin dévoile ce qui était un secret de famille, sa dépendance à la drogue. À une époque où ce genre de révélation était exceptionnel, ses confidences font l'effet d'un pavé dans la mare. Je me suis aperçu très vite que c'était artificiel, quoi. Le mot l'indique bien, il n'y a pas de mot plus exact que paradis artificiel. Bon, comment j'y suis retombé, par faiblesse, par fatigue. Et puis, comme je tournais pas mal à l'époque, je n'avais pas le temps de me désintoxiquer complètement. Si j'ai réussi par 2 ou 3 phrases à convaincre certains jeunes, poussés par leur curiosité ou par la mode stupide, de tenter cette expérience, qu'ils font fausse route et très très fausse route et fausse route dangereuse. Et pourtant, Daniel Gélin ne parviendra pas à protéger ses propres enfants des ravages de la drogue. Je pense que mon père n'a pas été assez proche de nous par rapport à ce problème-là. C'est un problème que lui, il a connu très profondément aussi. Et il n'a pas eu forcément les bons mots à ce moment-là. De toute façon, on était partis, donc c'était pas si facile pour lui. Puis Fiona le dit très bien dans son livre, il était un petit peu malvenu de nous faire la leçon par rapport à ça. Je suis pas tout à fait d'accord, il était plutôt bienvenu de nous faire la leçon parce qu'il connaissait la chose. Fiona sera la plus touchée. Rongée par ses démons intérieurs, elle se réfugie dans la drogue. Elle garde pourtant sa dépendance secrète et cherche par tous les moyens à donner le change. Ces moments d'errance, c'est que t'es perdu toi-même, t'es dans un état second, t'es sans boussole, t'es perdu, t'as plus de repères, et voilà, et c'est l'abandon de soi-même. Aujourd'hui, Fiona Gélin a décidé de tout dire sur ses années d'errance. Elle révèle sa descente aux enfers, ses crises de délire et ses séjours en hôpital psychiatrique. Une véritable confession qu'elle porte sur la place publique. À ce moment-là, tu ressens rien vu que t'es quelqu'un d'autre et t'es ailleurs. J'avais 34 kilos en rentrant en hôpital psychiatrique. Donc si tu veux, j'étais l'ombre de moi-même. Fiona a décidé de repartir à zéro, avec Umbaldo qu'elle a épousé récemment. Mais lui a-t-elle révélé tout de suite la vérité sur son passé? Elle m'a parlé un peu de son passé, sans aller un petit peu... T'es vachement curieux, hein. Ouais, tu m'as pas tout de suite... Quand même, je t'ai quand même annoncé le CV d'emblée, quoi. Je t'ai dit mes bagages, mes angoisses, et au contraire, j'ai été... Ouais, mais moi, ça m'a pas gêné. Pour Fiona, divulguer ses secrets les plus intimes, c'était aussi un moyen de rétablir sa vérité.
Dévoilée, de toute façon, on m'a mis à nu et on m'a jeté des flèches depuis 15 ans qui n'étaient pas les bonnes. Donc au moins, là, c'est clair. Au moins, quitte à se faire brûler, au moins que ça soit pour ce que je suis vraiment. Ce qui est magnifique avec Fiona, c'est qu'elle a un grand jardin secret. Et j'ai découvert plein de choses dans son livre aussi. Dont les secrets de son père, que je ne connais pas, et plein d'autres choses. Donc j'ai aussi découvert, alors que je suis très proche d'elle, une image d'elle que je ne connaissais pas et qui m'a énormément émue. Énormément. Et je ne pense pas que c'est aussi facile que ça de dire les choses. Et même à ses amis les plus proches. Au contraire, je dirais même. C'est plus facile de peut-être en parler à des gens qu'on ne connaît pas. C'est beau ces images. Oui, c'est très émouvant. Ouais. Est-ce qu'elle a raison, votre amie Fiona, de dire que c'est peut-être plus facile de parler à des personnes que l'on ne connaît pas? Certainement. Moi, c'est vrai que normalement, je parle peu. Et c'est vrai que je pensais qu'à nous, je lui disais beaucoup de choses, mais comme quoi, je lui disais pas assez. C'était le moyen de parler à tout le monde en écrivant le livre. Oui, et c'était aussi surtout le fait de poser un certain bagage, parce que c'est vrai que depuis 15 ans, on me pose les mêmes questions. Je voudrais justement que vous me disiez pourquoi vous avez eu le sentiment d'être incomprise, maltraitée, et puis vous décrivez d'ailleurs dans maltraitée, non, moi, le mal de vivre vient de chez moi. Ouais, mais dans votre livre Retour d'errance, à un moment donné, vous racontez cette rencontre avec un producteur ou un réalisateur de film. Non, mais parce qu'à l'époque, je pense que j'aurais 20 ans maintenant, ça serait très différent. Mais c'est vrai qu'à l'époque, d'être hyper sexy, de faire des photos nues, d'être en fait extrêmement libérale, c'était pas génial, quoi. C'était pas... Et moi, j'ai toujours été ingérable, irresponsable, donc je n'étais pas en plus cadrée à l'époque. Donc tout est parti... Image de jeune fille sulfureuse, c'est ça? Oui. Facile, oui. C'est ce que mais vous décrivez. J'ai été sulfureuse, c'est clair. Justement, quand vous parlez des photos de charme, dont vous avez vécu pendant longtemps, il y a un mot qui revient 2 fois, c'est le mot souillure. Oui. Ouais, ça, c'est mon côté trash. Pourquoi cette envie de souillure qu'on sent d'ailleurs même à travers la drogue, de vous faire mal, moi, peut-être que j'avais besoin d'aller tout en bas. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé les gens qui allaient mal. J'avais peut-être besoin d'aller voir leur détresse, savoir pourquoi ils étaient aussi mal, pour savoir qui j'étais et pour savoir ce que... C'est comme ça. Tout votre parcours, c'est un parcours de descente pour mieux ressurgir. Par exemple, vous ne vous aimez pas, vous dites « je n'aime pas mon corps » et à un moment donné, quand vous êtes jeune femme, vous faites des photos nues. Justement, et vous dites, moi je n'avais pas de pudeur puisqu'on a toujours été élevés comme ça. Oui, sauf qu'au départ, les premières photos de nues que j'ai faites, au départ je les ai faites parce que à l'époque j'étais standardiste et c'est vrai qu'en faisant 4 jours de photos, c'est ce que je gagnais en 6 mois. Bien sûr. Donc, non, mais on a l'impression ça m'a jamais gênée, moi. Je crois que ma mère m'a acheté mon premier maillot, je devais avoir 11 ans, 12 ans, donc... toujours mes parents nus, ça n'a jamais été... Oui, donc la nudité ne me dérange facilement. pas, ce sont les mots, M-O-T-S, qui font mal. C'est pas forcément... Mais alors, vous étiez dans une famille où en fin de compte, vous vous parliez beaucoup. Oui. Et des choses importantes aussi ne se disaient pas. Et alors, vous... des secrets que papa m'a donnés. Voilà. Vous dites, j'ai encaissé, à l'âge de 7-8 ans, j'étais sa confidente, et j'ai encaissé des secrets trop lourds pour moi, avec des points de suspension. Oui, il me disait plein de trucs. Oui, parce qu'il parlait librement, c'est vous qui le racontez. Ah aussi oui, et puis c'est vrai qu'il aurait pu parler à Manuel ou à... Oui, de ses amours, de ce qui... oui, il avait besoin de décharger ses trucs. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris Maria, que j'ai connu que Maria existait. Il vous l'a dit comme ça Oui, il dit, j'ai rencontré Maria Schneider, votre demi-sœur. Voilà, tout est... C'était assez brutal pour apprendre les choses. Est-ce que vous avez pu lui dire à un moment donné, papa, puisque vous dites papa, j'étais une petite fille et tu m'as parlé comme si j'étais une adulte et c'était pas possible pour moi de Non, mais d'être il y ta avait confidente. un truc, il y avait quelque chose avec mon père qui est magique. Voilà. Je voudrais quand même demander juste à Gisèle Georges, qui est justement pédopsychiatre, est-ce que c'est compliqué pour un enfant d'être le confident de ses parents, de ses aventures amoureuses, en même temps d'apprendre des secrets aussi de famille, d'apprendre comme ça qu'on est une demi-sœur très... Tout à fait. Bah oui, surtout qu'elle a des liens très très proches avec le père et des liens qui sont... où tout d'un coup il y a eu quelque chose qui s'est introduit entre votre relation magique entre un père et une enfant, il y a eu
une sexualité de votre père, mais dont tout enfant doit rester à l'écart de l'intimité sexuelle des parents, ça c'est clair. Et c'est pas tellement par hasard, mais je crois que vous avez fait une psychothérapie, vous en doutez, que après vous ayez agressé votre corps. Alors, ce qui a été le plus difficile, ce dont vous n'aviez jamais parlé, c'était l'hôpital psychiatrique, Fiona, parce que vous aviez, oui, ça j'en ai jamais parlé. Parce que vous aviez rendu public les histoires de drogue, les problèmes avec la drogue, et vous aviez donné d'ailleurs des entretiens à certains journalistes, mais jamais les hôpitaux psychiatriques, ça jamais. C'était la chose la plus secrète. Alors pourquoi en parler maintenant, Fiona? Tout simplement quand sans arrêt les questions reviennent, mais la drogue, la toxicomanie, et on m'a dit mais comment ça se fait 9 ans de RMI? Je dis parce que j'ai un bagage que je trimballe avec moi depuis 15 ans, qui est la psychiatrie. Donc en fait c'est venu comme toute ma vie, simplement. Et puis je me suis dit, je pense que vu ce qu'on vit dans les hôpitaux psychiatriques, je trouvais ça bien d'avoir la chance de me souvenir de tout, de m'en être sortie, de raconter mon expérience. Pour protéger les autres aussi. Oui, et puis parce que c'est un truc qu'il faut qu'on change, quoi. Parce que je suis d'accord. Le monde va mal. Je suis d'accord. Voilà. Du boulot. À un moment donné, vous parlez de crise de folie. Ah oui, c'était la schizophrène, oui. Schizophrénie, oui. On n'est plus soi-même, oui. Si ça s'appelle retour d'errance, c'est qu'à un moment donné, vous vous retrouvez clocharde. Il y a un moment donné. Oui, non, c'est parce que en 86, pendant mes 10 jours d'errance, j'ai été ce qu'on appelle clocharde, c'est-à-dire je savais plus. Je savais plus où j'habitais. Je me suis retrouvée avec mon chien et un sac et j'ai erré pendant 10 jours. J'ai perdu 12 kilos en 10 jours. Et pourtant, on m'a retrouvée dans le parking de la rue de Pontieux et j'habitais en face. Donc c'est pour ça que et en fait c'est venu d'un canard qui avait sorti ça il y a quelques années. Et puis c'est vrai que dans mon livre je dis tout et donc je raconte mes errances et mes crises puisque j'ai la chance de me souvenir de tout. Alors justement, quand un journaliste peu scrupuleux a dévoilé cet état de clochardisation il y a maintenant plusieurs années, comment vous avez réagi, Fiona? Mais je crois qu'il y a eu que celui-là. C'est ce que je dis, les médias, parce que ça vous est passé au-dessus de la tête. Dans quelle situation j'aurais pu être prendre, mon Dieu Seigneur. Vous n'avez pas attaqué le journal? Non, j'ai autre chose à foutre. Non. Ce qui veut dire, Catherine Schwab, pour les journalistes, est-ce que quelqu'un qui se planquerait davantage serait davantage pourchassé que quelqu'un, justement, qui vit assez librement, ouvertement, et même qu'on sent effectivement partir à la dérive? Complètement. Oui, absolument. Ça serait plutôt cette cible-là. Plus on se planque, évidemment, plus on a envie de regarder ce qu'il y a derrière le rideau. C'est sûr. Et quand quelqu'un va mal, comme ça a été le cas pour Fiona, est-ce que malgré tout on va la solliciter, on lui demande des entretiens ou on lui fiche la paix? Non, on lui affiche la paix. De façon déterminée, absolument. Et c'est pas très intéressant parce que qu'est-ce qui se passe? Il faut toujours voir les choses sur la durée. C'est pas très intéressant d'interviewer quelqu'un qui est dans la défonce, dont on sait qu'il est pas que c'est pas le moment, qu'il va pas s'en sortir pour l'instant. Il y en a eu plusieurs comme ça. Fiona, justement, vous disiez que l'incompréhension, elle venait plutôt des gens du métier. Alors, c'est-à-dire que vous n'avez pas reçu ce que vous attendiez? Faut dire que les pauvres, j'aurais pas donné grand-chose, mais ils m'ont pas fait de cadeau, quoi. C'est vrai qu'ils m'ont étiqueté tout de suite, fille facile, bimbo, couche-toi là, Marie, couche-toi là. Ils m'ont vraiment pas fait de cadeau. Mais ce qui est bien, c'est que ce qui est étonnant, c'est que j'ai le public, quoi. Ça, c'est génial. Sinon, je serais pas revenue. Je vendrais des crevettes à Madagascar. Alors justement, à un moment donné, vous n'y croyez plus du tout. C'était en 98, je crois. Vous sortiez d'un internement à l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne. Et c'est à ce moment-là, ou un an après, Jean-Claude Brialy, vous l'avez engagé donc pour les parents terribles. Et vous dites, d'ailleurs, moi j'ai lu, vous dites, je ne le remercierai jamais assez. Alors je veux savoir simplement, Jean-Claude, est-ce que vous saviez que Fiona avait traversé tout cela, puisque vous dites que l'hôpital psychiatrique n'était pas au courant? L'hôpital psychiatrique, je ne le savais pas. Mais la drogue et l'alcool, enfin la drogue surtout, je le savais. Et puis Daniel, qui ne faisait jamais ça, parce que c'est pas quelqu'un à faire des pistons, de dire « prends ma fille parce que j'ai besoin de ça », il m'a envoyé une lettre très, très touchante, et très pudique et très charmante en me disant « Voilà, Fiona a besoin de travailler, je veux qu'elle s'en sorte ». Et puis je l'ai vu, on s'est vu très peu, mais tout de suite, j'ai vu dans son regard quelque chose de l'enfance.
Et elle était comme une petite fille qui, vous savez, qui a failli se noyer et qu'on ramène sur la berge, auquel on a fait du bouche à bouche et qui regarde ses yeux et qui croit encore à la vie. Et j'étais heureux de voir qu'elle renaissait et puis que maintenant elle est mariée, alors c'est formidable. Votre mari, justement, qu'on a aperçu dans le reportage, vous parlez beaucoup avec lui. D'ailleurs, je vais donner le curriculum vitae d'emblée. Voilà, qu'il sache, parce que ça n'a pas été facile au début, parce que famille italienne, c'était pas évident. Et en fait, lui, même pour moi, enfin pour ce que je suis, quoi. Pour Bénédicte Gélin, je dirais. Puis il y a une vraie osmose. Pourquoi Bénédicte ? Parce que sur le passeport, c'est Bénédicte. Donc c'est vrai que la plupart du temps, Fiona Gélin, c'est l'icône, l'actrice, enfin même pas l'actrice, au moins c'était l'actrice, ça serait le pied. Non, c'est un cul, soyons clairs, et c'est tout. Tandis que lui, c'était, il m'a connu malade, ça a été, voilà. Et maintenant, est-ce que vous avez le sentiment, Fiona, alors on a envie de vous appeler Bénédicte du coup maintenant, hein. On se dit mais il faut tout reprendre. Appelez-moi Ben. Il faut reprendre tout l'entretien, mais que votre image a changé. Ah, je sais pas, elle est en train de changer avec le livre. Est-ce que vous avez le sentiment, après avoir écrit ce livre, d'avoir à un moment donné dit des choses que vous n'auriez pas dû dire? Est-ce qu'il y a certaines choses que vous regrettez? Je vais parler de l'avenir, je vais parler de ce que ce livre m'apporte. Oui. Il m'apporte du respect. Et il m'apporte que maintenant, pour une fois, je suis fière de moi, ouais. Ça, c'est important. Ouais, pas mal, hein. Alors, on a voulu voir de manière générale ce que les gens disaient sur les secrets de famille ou ce que les gens, justement, taisaient. On écoute. Qu'est-ce qui doit rester absolument secret? Ce qui doit rester secret pour moi, ce qui peut faire de la peine aux gens, ce qui pourrait, je sais pas moi, créer des ruptures dans un couple ou des choses comme ça. La vie intime, la vie affective doit rester très secrète. Et ça, c'est quelque chose que je dévoilerai jamais. Par définition même, secret de famille, ça reste en famille. Ouais. Sauf si c'est un secret de famille qui peut avoir des conséquences sur des tiers. Donc là, évidemment, peut-être le dévoiler. Oui. Quelles circonstances m'obligeraient à révéler un secret? Moi, je pense qu'on peut trahir un secret quand il s'agit de la vie de quelqu'un, d'une sécurité, si vous voulez. Je sais pas, moi, ce qui se passe en ce moment au niveau des attentats et tout, je serais capable de trahir un secret. On peut dévoiler un secret à partir du moment où on veut rendre service à la personne, où ça peut l'aider parce que, je sais pas, par exemple, quelqu'un nous confie qu'il est drogué ou quoi que ce soit et qu'il s'en sort pas et il me dit mais tu le dis pas, enfin je sais pas, c'est... Si quelqu'un me confie qu'il a envie de se suicider, par exemple, il est évident que je vais prévenir sa famille. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas vivre longtemps avec un secret sans laisser transparaître quelque chose, sans laisser, sans le laisser transpirer. Hein. Les secrets pour les enfants qui ne connaissent pas leur père et on ne veut pas leur dire qui c'est vrai que c'est... Moi j'ai connu le cas, c'est très perturbant. Est-ce que vous comprenez ceux qui cherchent à tout prix leur père ou leur mère? Je comprends parfaitement les gens qui veulent savoir d'où ils viennent. C'est légitime de vouloir connaître par qui on a été conçu, dans quel ventre on est né. Ne serait-ce que d'avoir un nom. Un nom, même si vous pouvez, par les hasards de la vie, ne jamais la rencontrer, ne serait-ce que pouvoir mettre un nom, un prénom tout bête. Ma mère s'appelait comme ça, c'est vachement important. Alors j'imagine que ce sont des mots qui vous touchent particulièrement, Rémi Braun. Avoir un nom, ce que dit cette femme, puisque c'est un peu votre histoire. C'est vrai, oui. Ça me touche particulièrement. D'autant que moi, dans ma vie, j'ai eu 2 noms. Donc, vous êtes père de 4 enfants. Vous êtes avec votre épouse Josiane, qui est juste derrière vous. Et vous, alors, c'est une histoire absolument incroyable, puisque vous avez vécu sous une identité. Et à l'âge de 16 ans, il s'est passé quelque chose qui a complètement fait basculer votre vie. Je pense que c'est bien que ce soit vous qui le racontiez. C'est très simple, c'est un événement complètement banal. J'avais à peu près 16 ans quand j'ai dû passer mon BEPC. Et pour passer ce BEPC, mon père n'a pas pu tricher sur mon identité. Donc la veille du BEPC, mon père m'a fait monter dans sa voiture, m'a emmené faire un petit tour. Et il m'a dit, j'ai un truc à te dire. Je ne me rappelle pas exactement les mots qu'il a dit. Il m'a dit, tu t'appelles pas, tu t'appelles Braun. Je ne saurais pas dire exactement ce qu'il s'est dit d'autre.
On n'était Ça fait pas... une quarantaine d'années, il faut dire. Hein. Oui, j'avais 16 ans, donc ça fait plus de 40 ans. Mais est-ce qu'il vous a donné des explications? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit ça ne change rien. Il m'a surtout dit ça. De toute façon, ça ne change rien. On rentre à la maison. Ta mère se fait beaucoup de soucis. Donc on rentre, tu vas lui faire la bise et puis surtout, tu dis rien à ton frère et à ta sœur. Et on a fait ça. On est rentré à la maison. Je suis allé embrasser ma mère qui pleurait, qui était très malheureuse apparemment. Donc il savait, ça veut dire qu'il savait que Qui savait ce qui venait de se passer. Ouais. Et puis la vie a repris et on n'a plus jamais parlé de rien. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je voulais aussi vous, de toute façon tous je vous remercie, mais je sais que c'est la première fois que vous en parlez. Tout à fait. Vous avez dit à quel point c'était important à un moment donné de franchir le pas. Ouais. Pourquoi c'est important d'en parler? C'est important parce que j'ai des enfants. L'idée d'écrire mon histoire me trotte par la tête depuis longtemps. Plus que ça, c'est un truc que j'aimerais faire. Je ne peux pas. Oui, mais parce que c'est difficile. Je ne peux pas. Il y a encore... Je sais que pour moi, ça relève d'encore un secret à transgresser. C'est peut-être la dernière transgression qui me reste à faire. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas pu. Rémi, je reviens à ces 16 ans. Au moment où vous êtes rentré chez vous, le lendemain, c'était le BEPC, le BEPS, on disait. Et vous êtes allé au lycée. Et avec donc cette nouvelle identité, vous êtes devenu en quelques heures Rémi Brown. Ça, c'est important puisque vous avez eu une nouvelle carte d'identité. En arrivant en centre d'examen, ma mère m'avait donné ma carte d'identité le matin. Et j'ai dû chercher sur les listes le nom d'un type qui n'était pas moi. En fait, c'était moi, mais ça fait drôle. Ah oui, ça c'est sûr. En quelques heures, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. J'ai eu mon BEPC. Oui, vous auriez pu avec une histoire, vous avez raison de le préciser, parce qu'avec un choc pareil, vous auriez pu le rater. Donc, pourquoi vous n'avez pas à un moment donné questionné les parents? C'était impossible? Le poids de l'interdit, c'est complètement impossible. C'est ça. C'est complètement impossible. Il y a encore 4 ou 5 ans, je ne pouvais pas en parler. Ah oui, il a fallu attendre 50 ans. Ouais. Enfin, d'avoir 50 ans. La mort de mes parents. C'est ça qui vous a libéré? Enfin, absolument. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Quand mes parents sont décédés, je suis allé voir mon oncle, le frère de ma mère. On était ensemble. Avec votre épouse? Et je me rappelle lui avoir dit, tu sais, maintenant, il y a prescription, ils sont morts tous les deux. Tu sais des choses, tu pourrais m'en parler un peu. Et il a commencé à m'en parler. J'avais 51 ans. Cette photo de mariage qui est en face de vous? C'est la photo que j'ai découverte ce jour-là. C'est la première fois que j'ai vu l'image de mon père. Et j'ai reconnu sur la photo mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes oncles, mes tantes. Tout le monde y était, tout le monde était au courant. Ce jour-là, j'ai vraiment ressenti un sentiment de trahison terrible. Quoi, complot familial? C'est-à-dire que tout le monde sait plus? Absolument. Bah oui. Tout le monde était au courant. Ben oui, puisqu'ils sont tous tout le monde était au courant. À ce mariage dont vous êtes né. Moi, ce que je ne comprends pas, mais vous allez m'expliquer, on parlait justement des mentalités qui changent. Vous n'êtes pas un enfant illégitime. Non. Et tout a été caché, alors pourquoi? Le divorce, qui n'était pas une chose évidente à l'époque. C'était en quelle année? C'est l'une des premières. Le divorce a été prononcé entre mes parents en 1949. Je suis né en 1946. Oui. Voilà. Ouais, c'est l'un des premiers divorces. Enfin, ça fait partie. Ça se faisait à l'époque. C'était. C'est terrible les divorces. Le divorce. Après, il y a d'autres raisons. Mon père a voulu, je suppose, que les 3 enfants qu'il avait sous son toit soient traités de la même façon. Mais oui, ce qui arrive, c'est là, je voudrais. Et ces bons sentiments les ont conduit mes parents à une erreur énorme. Énorme. Ils ont cru bien faire en appelant les 3 enfants pareils. Voilà. Et il vous a pris comme son fils. En fait, tout ça, ce n'est que de l'amour. Et par amour, finalement, ils vous ont mis au plus mal pour quand même beaucoup d'années. Pour un certain nombre d'années, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, absolument. C'est comme ça que ça s'est passé. Et je pense que, d'une certaine façon, ils ont
protéger un petit peu pas leur confort, mais c'était plus simple de ne pas en parler, Oui, puis on c'est ça. diffère, et puis on en parlera plus tard. Tous ces gens se sont tus. Et ils se sont scellés, ils se sont soudés autour de Est-ce que ce ça secret. fait partie, avant d'arriver au nom de votre père, qui est, je disais, le deuxième volet de cette histoire, est-ce que pour autant, le fait que ces gens se soient tus, vous leur en voulez? Dire que je leur en veux, oui quand même. Mentir à un enfant, ou simplement ne pas dire ce qu'on sait, comme ça m'est arrivé à moi, je pense que c'est quasiment monstrueux, quoi. C'est pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête tout au cours de ces années? Qu'est-ce que vous avez imaginé? Tout. J'imagine. Tout. Je dis maintenant qu'il ne s'est pas passé une journée sans que je pense à ça. C'est quasiment permanent. Ça veut dire que c'est devenu une obsession. Tout à fait. Il faut savoir que pour tous les amis qui étaient autour de nous, personne n'était dans la confidence. Donc je me sentais complètement exposé, complètement responsable et unique détenteur du secret. J'avais toujours peur que le secret soit découvert, qu'on m'interroge là-dessus. Ah oui, c'est ça, vous portez ça. Encore aujourd'hui, quand je dis mon nom, Braun, on me demande « Ah, Braun, c'est anglais ». Pendant longtemps, rien que cette simple question m'a posé problème. Je voudrais demander à Josiane, votre épouse depuis quelques années. Donc, quand vous avez rencontré Rémi, il était toujours dans cette... Il commençait ses recherches. Ah, il commençait ses recherches. Oui. Et puisque je l'ai rencontré 3 ans avant la mort de ses parents, et il commençait, et effectivement, c'est la mort de ses parents qui a déclenché cette envie d'en savoir plus. Mais là où je voudrais insister un petit peu, et où il a peut-être... Enfin, je sais que ça lui pèse encore beaucoup, c'est ce poids du secret qu'il ne pouvait partager avec personne. Il descendait tous les matins chez la concierge chercher son courrier, par exemple. Il fallait que personne ne sache qu'il ne s'appelait pas comme les autres, comme ses frères et sœurs. Mais il s'en est tout de suite ouvert à vous, Josiane? Très vite. Si on s'est mariés, c'est pas par hasard. Je crois qu'il y a un climat de confiance qui s'est installé. Je crois qu'à ce moment-là, c'est vrai que je l'ai aidé à aller voir son oncle maternel, et où je lui dis, il faut que tu en parles, il faut... Voilà, et c'est là qu'il y a eu recherche dans les cartons de photos, et qu'il a vu donc pour la première fois la tête de son père. Est-ce que ça vous a fait du bien en même temps de voir cette photo? Ou est-ce que ça vous a fait du mal? C'était une émotion, bien sûr. Une grosse émotion. Je dirais pas que ça m'a fait du bien. Non. J'étais quand même content. Oui, parce qu'il y a quand même un visage. Parce que c'était déjà un morceau du secret qui tombait. Un premier petit bout de victoire sur le secret, quoi. Ce jour-là, j'ai découvert que le mariage de ma mère avait été un événement heureux. Josiane, oui. C'est ce que je voulais ajouter. Parce que jusqu'alors, il pensait effectivement qu'il devait avoir honte quelque part d'exister. Bien sûr. Et là, il a vu que c'était un vrai mariage, qu'il est né plus de 9 mois après le mariage. Et voilà. J'allais dire quand bien même. Mais bon, non, mais en tout cas, il y avait une espèce de soulagement. C'était un mariage d'amour, oui, et il a été conçu dans le mariage. Bien sûr. Est-ce que Josiane est la première femme ou la première personne avec laquelle vous ayez parlé de tout ça? Oui, absolument. Oui, c'était la confidente. Elle a eu un rôle capital, et elle a toujours un rôle capital dans la démarche que je fais pour essayer de m'alléger un petit peu le poids de cette histoire. Alors cette histoire est un tout petit peu plus compliquée qu'il n'y paraît. C'est là où je en arrivais, c'est que bien sûr vous avez fait des recherches. Je demanderai tout à l'heure à l'avocat que vous êtes justement à quelle pièce on peut avoir accès quand on fait une recherche comme ça d'identité. C'est pas simple. Hein, ce n'est pas simple. Et apparemment vous découvrez, c'est ce que vous nous avez dit, vous n'êtes pas bien sûr que Braun soit vraiment le nom de votre père. C'est-à-dire que mon père, quand il a épousé ma mère, mon père était dans la Légion étrangère. Et comme tous les légionnaires, il a eu le droit à l'époque, et je l'ai appris là, à cette occasion-là, avec mon oncle, il a eu le droit de s'engager sous un nom d'emprunt. C'est vraisemblablement pas son vrai nom à lui. Alors, il rencontre des tas de difficultés. Rémi, vous nous avez dit, pour avoir accès au dossier, par exemple, archives, oui. Pour le divorce. Les archives de l'armée.
m'ont répondu très gentiment, nous avons un dossier sur votre père. Prouvez-nous qu'il est décédé. Je ne peux pas. Ou alors on vous communiquera les pièces en 2043. Mais oui. C'est-à-dire 120 ans après sa date de naissance. Alors comment faire, Emmanuel Pirat, quand on est dans une situation comme celle-ci, il a droit à savoir. C'est une situation ubuesque. Et c'est vrai qu'en droit français, aujourd'hui, d'une part, il n'a pas accès aux archives. Il y a des délais de consultation qui sont extrêmement longs, qui sont destinés à préserver justement les éléments de vie privée, les éléments médicaux, de santé. L'état civil, on y a accès tous quand même. L'état civil ne vous donne pas grand-chose. L'état civil vous donne qui a épousé qui, à quelle date, et qui est né de qui, mais ne vous donne pas les raisons, ne vous donne pas l'histoire et la vie des gens. Ce qui fait qu'ils se sont aimés, séparés, pourquoi ils se sont quittés. J'ai effectivement reçu une copie du jugement avec un cash posé sur les attendus, qui sont les raisons du divorce de mes parents. En vertu de l'article 248 du Code civil, et l'article 248 dit que les débats ne sont pas publics, ne peuvent être révélés au public. J'ai été surpris, je suis toujours complètement sidéré d'apprendre que je suis assimilé au public, puisque dans le jugement concerne horrible. 3 personnes, horrible. mon père, ma mère et moi. Eh oui. On est 3 parties prenantes au jugement, mais moi je suis le public. Voilà. Et je trouve que c'est complètement aberrant, quoi. Mais c'est une enquête à la Hitchcock, hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un vrai scénario de film. Non, c'est extraordinaire. Enfin, c'est pas extraordinaire pour vous, parce que ça vous a, je comprends, bouleversé, mais pour nous, c'est comme un roman. Et il faudrait qu'il corrompe un magistrat pour corser l'histoire et ça réglerait le problème. Bien sûr. Bah, vous, maître, vous pourriez avoir une aventure avec Madame Marie, peut-être. La ministre des Armées. Ce sont des bonnes idées, là, autour de la table. Je sens qu'elles vont être très fructueuses. Je voulais vous demander une dernière question, Rémi. Vos frères et sœurs, depuis, vous en avez parlé, j'imagine. Il y a eu explication de tout cela. C'est certainement le dernier épisode difficile de l'histoire. Mes parents avaient voulu pendant toute leur vie, et même en trichant, qu'on soit élevés tous les 3 de la même façon. Mais à leur décès, dans le cabinet du notaire, mon frère et ma sœur ont fait valoir le statut particulier qui était le mien, que j'ai eu beaucoup de mal à... C'est absolument dramatique, je suis complètement d'accord. Que j'ai eu beaucoup de mal. À vous faire entendre ? Je me suis fait entendre, oui. Et que depuis, comme disait Jean-Claude Brialy tout à l'heure, on est fâché, mais je m'en fous, quoi. Bah. Comment vous réagissez, Marilyn Vinet, au témoignage de Rémi Braun ? C'est-à-dire que Rémi a eu un papa, quand même. Oui. Il a quand même eu un papa qui, je suppose, l'a aimé. Absolument. Et que, bon, moi j'ai eu un père officiel, génétique, qui n'est pas un papa. Donc, quelque part, vaut-il mieux avoir un père ou un papa ? Mais par contre, il est évident que les secrets comme ça, les secrets familiaux, détruisent les familles, un jour ou l'autre, que ce soit à 5 ans, que ce soit à 50 ans, ça ne protège absolument pas, non. Alors, Marilyn Vinet, donc c'est vous autour de cette table qui portez le secret et le poids du secret le plus terrible. Vous avez, 46 ans, vous êtes la maman de 3 enfants, née dans une famille de 4 enfants. Hein, vous êtes la fille d'Émile Louis, donc le tueur présumé des disparus de Lyon, ces jeunes filles au nombre de 7. Oui. Je dis bien présumé, puisque le jugement n'a toujours pas... oui, il est toujours présumé innocent. Voilà, parce que ça n'a toujours pas été jugé. Je le disais en tout début d'émission, c'est la première fois que vous témoignez un visage découvert. Donc c'est difficile déjà pour vous ? Assez. Oui. Oui, c'est assez difficile. Par rapport au regard des autres ? C'est par rapport à mes beaux-parents. Je suis mariée depuis 20 ans avec leur fils. Ils ne connaissent rien de mon histoire. Je sais qu'ils vous regardent assidûment. C'est une façon aussi de leur parler ? Oui, parce que ce sont des gens formidables, des gens sains. J'ai en même temps peur de leur faire du mal et en même temps je n'ai jamais pu leur parler.
Peut-être qu'ils comprendront, peut-être pas, je ne sais pas. Alors vous, depuis 40 ans, vous n'avez jamais rien dit de ce que vous avez vous-même subi. Non, je n'ai jamais rien dit. Alors pourquoi? En accord avec ma mère, parce que ma mère m'avait demandé de me taire au nom de la fratrie et de l'entente familiale, je crois. Et je n'ai pu parler qu'à la mort de cette dernière en 2000. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Oui, il y aura 3 ans dans quelques jours. Et ça a été une libération de le faire à ce moment-là, Marilyn? Ça n'a pas été simple, mais je m'y étais préparée dans la mesure où elle a été très malade. Et ce que je vais dire est très cruel. J'ai eu beaucoup de peine lorsqu'elle est morte. Et en même temps, le même jour, j'ai ressenti une espèce de libération. Et la libération totale fut le jour où on a appréhendé Émile Louis quelques mois plus tard. Alors, vous aussi, comme beaucoup autour de cette table, vous avez écrit un livre, Être la fille d'Émile Louis, aux éditions Michel Lafon. Et moi, je voudrais lire simplement quelques phrases de la préface de votre livre, je pense qu'ils disent beaucoup. Sur mon cœur pèsent des décennies de silence, de secrets, de douleur et de honte. Je suis née dans une région de brume et de silence, parmi des hommes et des femmes de secrets. Je suis celle que personne ne voudrait être pour rien au monde. Je suis la fille d'Émile Louis, le tueur présumé des disparus de Lyon. Je suis de la chair de la bête, du pervers qu'on accuse d'enlèvement, de séquestration, de viol, de meurtre et d'actes de barbarie. Oui. Et c'est ça qu'il a fallu porter pendant toutes ces années. C'est ça que je porte encore. Ouais. C'est peut-être moins important, mais ça ne me quitte jamais. Alors, avant de continuer, je voudrais que l'on retrace, justement, je disais, c'est des moments de ce fait divers qui vous touchent ô combien de près. Et regardez les réactions de votre père au moment où vous avez parlé, il y a 2-3 ans maintenant, alors qu'il était en liberté. Oui. On regarde. C'est en Guyane que vit aujourd'hui Marilyn Vinet, à 7000 km de Lyon, 7000 km entre elle et son passé, un océan entre les drames qu'elle a vécus et sa vie d'aujourd'hui. Mais même au bout du monde, elle ne peut oublier qu'elle est la fille d'Émile Louis. Depuis le 12 décembre 2000, Émile Louis est sous les verrous, rattrapé par une affaire qui tient en haleine depuis 20 ans le département de Lyon. Suspecté dans la disparition de 7 jeunes femmes handicapées mentales, il a avoué les meurtres. Sur ses indications, 2 corps ont même été retrouvés et identifiés. Un mois plus tard, Émile Louis est revenu sur ses aveux. Il reste aujourd'hui accusé d'assassinat, d'enlèvement et de séquestration. Si Marilyn est ici aujourd'hui, c'est parce qu'elle ose enfin parler et porter contre son père de terribles accusations. Il l'aurait violée autrefois à plusieurs reprises, torturée, maltraitée, mais elle n'a pas été sa seule victime, comme elle l'avait révélé pour la première fois il y a 3 ans à l'Association des familles de disparus. Je ne sais pas par où commencer. D'abord, de toute façon, si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que ma mère est morte. J'avais promis de ne rien dire et j'avais très peur pour elle parce que mon père exerçait une pression énorme sur moi à l'époque où les faits se sont produits, parce que je vais vous raconter. Moi, je l'ai vu tuer quelqu'un à l'âge de 10 ans. Je me souviens qu'un jour, nous avons pris en charge une jeune fille à Saint-Florentin, place d'Îlot. Il a dit qu'il chargeait cette jeune fille pour la ramener chez elle. Bon, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Et il pleuvait. Je me souviens qu'il pleuvait. Il s'est arrêté sur la colline de Venise. Et donc, il nous a dit d'attendre parce qu'il amenait cette jeune fille chez elle dans les bois, donc elle avait peur, ce qui pouvait très bien s'expliquer. Pris par un enfant, ça pouvait s'expliquer. Les frères et sœurs pleuraient, après ils se sont endormis et donc je suis allée, comme ça tardait, je suis allée voir ce qui se passait. Et là j'ai vu une scène assez horrible. La jeune fille était attachée, il avait 2 lampes tempête parce qu'il commençait à faire nuit. Bon, elle était nue bien évidemment, enfin évidemment, non c'est pas évident. Bon, elle était attachée, bâillonnée, elle laissait livrer une espèce de danse macabre. Bon, j'étais donc à proximité, et puis il l'a éventrée de bas en haut. Marilyn a renouvelé ses accusations devant les gendarmes, provoquant la fureur d'Émile Louis. Elle serait devant moi, je lui foutrais 2 claques dans sa gueule, vous voyez, malgré qu'elle a fermenté quelques années. Parce que sa mère, elle serait encore de ce monde, sa mère est virée, mais femme la non. Parce que mon ex
sa femme, question de ça, m'a toujours soutenu. On a divorcé, mais on n'a jamais divorcé, on n'était pas au mauvais terme. C'est elle qui a foutu la merde. Et pour vous, si votre fille aînée réagit comme ça, c'est parce que elle veut se venger de vous? Enfin, qu'est-ce Non, elle a fait un séjour en hôpital psychiatrique, je tiens à vous le dire déjà. Ah bon? Elle se sauvait toutes les nuits, elle se sauvait, elle allait à la gendarmerie, il fallait que les gendarmes la ramènent le matin pour se faire bien voir. C'est-à-dire pour vous, elle raconte des histoires, c'est quoi? Oui, elle raconte que des mensonges. Que des mensonges qu'elle invente. C'est une invente, elle invente. Pendant de longues années, Marilyn Vinet a gardé le silence. Que se serait-il passé si elle avait parlé plus tôt? Comme beaucoup d'autres, Pierre Maunoir, président de l'association qui regroupe les familles des disparus, s'est posé la question. Dans les années 80, elle aurait pu témoigner et dire ces choses-là, puisqu'elle a été entendue dans le cadre de l'enquête Jambert. Et elle ne l'a pas fait. Ça peut aussi se comprendre. Vous savez que des fois, les victimes réagissent de nombreuses années après. Oui, peut-être, je ne sais pas. J'ai aucune appréciation à porter tant qu'il n'y a pas des éléments de preuve. Nous, ce qui nous intéresse sont les preuves concrètes. Des preuves, c'est vrai, dans cette affaire, aucune plainte ni disparition n'avait été enregistrée à l'époque. Aucun corps n'a été retrouvé dans les bois décrits par Marilyn. Et les faits sont trop anciens pour qu'Émile Louis puisse être inquiété par ces nouvelles accusations. Mais depuis qu'il est en prison, les langues se délient. Marilyn n'est plus la seule à parler. Il existe des similitudes entre les tortures qu'elle décrit et les accusations portées depuis février 2001 par la seconde épouse d'Émile Louis et 3 autres femmes. Dans cette affaire, comme dans celle des disparus de Lyon, la justice est désormais en marche. Émile Louis sera jugé, Marilyn devra témoigner et soutenir le regard de celui qui reste malgré tout son père. Alors, on est encore sous le choc de ce reportage. Marilyn, au moment où vous avez parlé à cette association, évidemment le visage caché, votre père, qui l'a entendu, puisque c'est devenu une chose publique, vous a traité de menteuse, on le voit dans le, il a voit été dans le très sobre reportage. dans ses propos, je trouve. Là. Il n'a pas été grossier. Est-ce qu'il y a une certaine appréhension à vous retrouver en face à face avec lui? Parce que j'imagine que ce n'est pas non plus facile, à un moment donné, devant son père, de révéler tout ce qui s'est passé. Il va falloir affronter aussi son regard. Je redoute plus son regard, effectivement, oui, que ses propos. Ses propos, j'y suis habituée. Quand il dit c'est une menteuse, qu'est-ce que vous ressentez? Je l'ai toujours entendu dire chaque fois que je me rebellais, chaque fois qu'il pensait que j'allais parler ou que maman pensait que j'allais parler, on préparait l'entourage en disant Marilyn, oh mais à son âge, elle commence à avoir l'esprit qui bat la campagne, enfant, elle se fait des films, enfin c'est ce qu'on dit maintenant, elle se fait des films, donc... Alors, quand vous racontez justement et quand vous avez parlé de cette scène absolument épouvantable dont vous êtes témoin, on ne vous a pas dit c'est votre imagination d'enfant. On vous a cru de suite parce que ça semble tellement incroyable. Ça pourrait être un cauchemar. C'est ce qui est très paradoxal avec ce monsieur qu'on voit en dernier, là, monsieur Maunoir, qui m'a toujours soutenue en me disant ce que tu dis est vrai, on te croit. Et là, il a un autre discours, un discours qui en fait est ambigu. C'est dubitatif ce qu'il dit. A-t-elle rêvé? Est-ce qu'il n'y a pas de preuves? Non, mais ce sont les questions, cela dit, Marilyn, qu'on est en droit de poser, de se poser. De toute façon, comme on est en cours de jugement, simplement, est-ce que certains ont mis en cause ce que vous aviez vu? Jamais. Jamais. Jamais les gendarmes, jamais le juge, jamais les autorités. Puisqu'ils ont eu des éléments qui ont corroboré des modus operandi similaires, en fait, sans que je ne sois au courant, sur des tiers, outre ma mère et outre les gens qui nous étaient proches, parce qu'il n'y a pas que des victimes mortes d'Émile Louis, il y a des dizaines de femmes victimes d'Émile Louis. Des dizaines de femmes. Alors pour qu'on comprenne, pourquoi vous avez attendu autant de temps, et c'est aussi la question des familles de victimes, qui disent pourquoi Marilyn n'a pas parlé avant. Je voudrais qu'on revienne à votre histoire,
cette descente aux enfers que vous racontez dans votre livre, vous racontez qu'enfant, donc vous avez toujours vu, enfin très souvent, vous entendiez des cris ou vous ouvriez une porte et vous trouviez votre mère baignant dans son propre sang. Oui, plusieurs fois ça m'est arrivé de trouver maman endormie, baignant dans ses excréments, dans son sang. Enfin, je passerai les détails des objets que j'ai trouvés à côté. Puisqu'elle a été torturée. Oui, elle a été torturée par son propre mari. Donc il est évident que les premières fois, j'ai pas bien compris. Donc je l'ai réveillée, je lui ai donné du café, les autres étaient plus jeunes que moi. Et un jour, je lui ai dit, mais maman, tu te rends compte, il se passe des choses. Il y a ça, il y a ça. Je sais, mais il ne faut rien dire. Ton père est l'homme que j'aime et c'est le seul homme que j'aimerais. Alors vous dites aussi qu'à l'âge de... Et il est malade, qu'elle m'a dit. Ah, elle vous a dit qu'il était malade? Oui. Vous dites aussi qu'à l'âge de 5 ans, donc vous avez vous-même été violée par votre père. Oui. J'avais été malade et hospitalisée au moment où ma mère devait mettre au monde son 4e enfant. Et donc il m'a récupérée au moment où maman était à la maternité. Il m'a demandé si je savais comment on faisait les enfants. Et il a tenté de m'expliquer par des gestes et des cochonneries. Je n'ai pas voulu en parler à maman parce que... Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Enfin, 5 ans, c'est petit, de toute façon. 5 ans, c'est petit. Et notre père il disait toujours, votre mère, elle va crever, vous irez à l'assistance. Parce que, outre ses saloperies, il était grossier, il était méchant. Elle va crever de toute façon. Elle avait eu une grossesse difficile. 4 enfants en 5 ans, c'est beaucoup. Donc pour moi, maman était malade. Non seulement elle avait eu un bébé, mais elle était malade. Enfin, c'est comme ça que je l'analyse maintenant. Donc je ne lui ai pas dit, je ne lui ai rien dit. Quand vous avez assisté à cette scène dont vous avez parlé dans la forêt lorsque vous étiez enfant, ça vous l'avez dit à votre mère? Est-ce que vous avez pas... Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Je ne lui ai pas dit tout de suite, j'ai dû attendre quelques semaines. Au début, elle m'a dit non, tu mens, ça suffit, arrête. Et puis après, elle m'a dit effectivement, j'ai trouvé bizarre que ton père mette tous les vêtements dans la machine à laver ce jour-là, lui qui ne fait jamais rien habituellement à la maison. Et je te crois parce que les danses indiennes qu'il faisait autour de cette jeune femme, il me le faisait subir lorsque nous étions jeunes mariés. Mais est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi votre mère, alors vous étiez une petite fille, une adolescente, mais pourquoi il y a eu cette chape de plomb? Alors vous donnez quelques explications. Votre mère a été elle-même... une enfant martyre. Enfant martyr, donc elle était habituée à subir. Émile Louis vient de la DAS, c'est un enfant de la DAS qui détestait, vous dites, les handicapés et les enfants de la DAS, et qui en même temps étaient attirés. Tout ce qui était différent. Les enfants de la DAS, les handicapés, les homosexuels, enfin, tout ce qui était différent de lui. Oui, mais comment vous expliquez que votre mère soit restée dans le silence? Parce qu'à un moment donné, ma mère est une victime née. Ouais. C'est une femme. Elle était envoûtée. Non, c'est une victime. Envoûtée, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est une femme qui se complaît dans un rôle de victime. Elle aurait pu parler quand Émile Louis, puisqu'il a été arrêté à plusieurs reprises. Oui, elle aurait pu parler. Il a été inculpé à ce moment-là, jamais de meurtre, mais d'actes de pédophile. Voilà, sévices sexuels. Oui. Elle aurait pu parler à ce moment-là. Et pourquoi vous, Marilyn, quand vous avez quitté cette famille, vous n'avez pas vous-même parlé alors qu'il y a eu des arrestations successives? Alors au départ, je n'ai pas parlé jeune parce qu'elle me disait il faut préserver tes frères et sœurs, il est malin, il me fera interner, il vous prendra tous les 4. Ce ne sera pas une victime qu'il aura, ce sera 4. Moi, j'aurais pu parler effectivement à la première arrestation. J'étais en plein divorce, j'avais envie de reconstruire ma vie. Je n'avais pas du tout envie de parler de ça. Et je me disais, après tout, peut-être que là,
c'est pas lui. Peut-être que là, on s'est trompé. Et puis, non, c'est vrai que j'ai fait preuve de lâcheté, mais j'avais envie moi d'être heureuse. J'avais envie de construire quelque chose. J'étais avec celui qui allait devenir mon nouveau mari. Que vous avez pratiquement été mariée de force. Ah, c'est pas pratiquement, c'est de force. Ouais. C'est de force. Quelqu'un que vous n'aimiez pas. Non, et que je n'ai jamais aimé d'ailleurs. Bon, en plus, un ami d'Émile Louis. Vous dites que vous avez subi un second viol à l'âge de 19 ans, donc par votre père, dans des conditions qui sont assez terribles que vous décrivez dans le livre. Oui, il m'a séquestré, oui. Voilà, et vous reparlez de cette fameuse danse macabre qu'il a effectuée aussi autour de vous. Oui, enfin. Il est complètement... C'est un malade. J'ai fait une tentative de suicide et je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique. Vous étiez au bout du rouleau? Oui, j'avais vraiment envie de mourir. Mais je comprends. Quand vous avez témoigné devant les juges, est-ce que vous avez porté plainte là pour ce qui s'était passé, même si on sait justement que les faits... Non, ça ne sert à rien. Bien sûr, puisque maintenant ça ne peut... De toute façon, c'est prescrit. Le délai est dépassé, c'est prescrit. Non seulement ça, mais à la limite, je pourrais éventuellement me porter partie civile, je crois. Je crois que c'est ça. Mais ça ne servirait à rien. Qu'est-ce que j'obtiendrais? J'obtiendrais éventuellement de l'argent qu'il n'a pas. Mais même s'il en avait, j'obtiendrais de l'argent. L'argent ne réparera jamais rien. C'est pas possible. Quelle que soit la somme d'argent, on ne répare pas. C'est pas possible. Je vous entends dire j'ai pas fait, j'ai pas porté plainte, j'ai été lâche. Monsieur dit elle aurait peut-être sauvé des gens, mais attendez, je crois qu'on se trompe. La victime, c'est vous. Moi, c'est ça qui me choque et c'est ce qui se passe à peu près toujours dans les victimes de violence, c'est qu'ils doivent se justifier en permanence et on se trompe de victime. Vous auriez peut-être parlé, je ne sais pas si les victimes de Lyon auraient disparu ou non, mais de toute façon, si la preuve en est faite, c'est quand même l'assassin, c'est Émile Louis, c'est pas vous. Mais enfin, dans ces cas-là, c'est quand même, il faut le dire, c'est quand même la mère de parler, parce que ce sont les mères qui gardent le silence. Bien sûr qu'elles sont victimes, non mais on entend bien, mais à un moment donné, il faut que la mère protège, elle croit protéger la famille, alors que tout le monde est dans un danger extrême, et si elle ne parle pas, en fait... J'en ai quand même qui viennent dans mon bureau et qui en parlent et qui décident de sauver leur enfant, parce qu'ils sentent bien... Et de se sauver elles-mêmes en même temps? Non, elles ne font jamais cette démarche pour elles-mêmes, elles la font toujours pour leur enfant. Pour les enfants. Que ça soit dans le secret ou quand ça soit dans l'enfant pour l'aider, mais elles ne le font jamais pour elles-mêmes. Alors disons qu'elles le fassent. Ce ne sont pas des victimes nées, mais ce sont des victimes. On leur a appris à être des victimes et qu'elles ne sont rien, qu'elles ne valent rien et qu'elles ne méritent que les coups qu'elles reçoivent. Ah ben, il faut qu'elles l'entendent alors. Oui. Rémi Brown, oui. Toute proportion gardée, je voulais revenir sur la photo qu'on voyait tout à l'heure du mariage de mes parents. Et le sentiment que j'avais eu en voyant cette photo et en pensant tous étaient au courant et personne n'a rien dit. Et c'est là que je rapproche ça de ça. Je pense vraiment que la famille qui voit, qui sait, qui ne dit rien, c'est la chose vraiment la plus monstrueuse qui puisse être. J'ai parlé moi de complot familial et je rapproche ça complètement de... La grand-mère, dans votre cas, par exemple, la grand-mère ou l'entourage savait? Mais oui, tout le monde savait. Parce que si pour votre mère c'était difficile parce qu'elle était victime, les autres auraient pu parler. Mais bien sûr, mais la grand-mère était... Enfin bref, je passerai sur les détails. Cette grand-mère savait. Les oncles et les tantes m'ont dit lorsque maman est morte, je dis moi maintenant, ça y est, je peux l'ouvrir. On m'a dit, mais attention, tu vas salir la famille. Et depuis que vous avez parlé, alors comment vos frères et sœurs maintenant ont réagi? Alors on m'a dit, ces choses-là ne sortent pas de la famille. Ces choses-là ne doivent pas sortir de la famille. De toute façon, on fera tout pour qu'on te prenne pour une folle. Ils continuent, là, maintenant? Pour l'instant, je n'ai pas d'écho, mais contrairement à ce que disent ces deux messieurs, je ne m'en fous pas. Parce que je crois que s'il était important d'avoir des gens à mes côtés, c'était avant tout mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs qui, à mon avis, pour certains du moins, ont subi des sévices. Emmanuel Pierrat.
Donc vous qui êtes avocat. Il y a des choses à dire, il y a des analogies, toute proportion gardée, comme le dit Rémi, entre les deux histoires. Pour Rémi, il ne peut pas obtenir les documents, il ne peut pas retrouver l'histoire et toute la trace de ce qui s'est passé. Et puis pour Marie-Hélène, elle ne peut pas agir sauf pour demander un chèque et des dommages et intérêts, et ça n'a pas l'air d'être ce qu'elle cherche ou le sens de sa démarche. Donc... oui, il y a de grandes analogies. Ça serait une reconnaissance importante. Je pense que le procès, les assises, seront. Non, ce que j'aimerais, c'est qu'ils me disent pardon. Oui. C'est ce que j'allais dire. Pardon à moi, mais pardon à toutes les victimes. Parce que il y en a qui sont connus, mais il y en a qu'on ne connaîtra jamais, qui ont honte et qui n'ont pas non plus l'intellect suffisant pour faire une démarche quelconque. Toutes celles que j'ai vues, c'est pas possible. Ce sont des morts vivants. Oui, j'avais envie de vous poser une question. Comment avez-vous réussi à survivre à ça? Je ne sais pas. Tout d'abord, je crois que j'ai déjà un caractère de révolté, d'une part. Et j'ai eu la chance donc de rencontrer mon mari, qui est un être exceptionnel, et puis qui est un père aussi exceptionnel. C'est un papa. Là, vraiment, on retrouve le mot papa. Et jamais, je crois que sans cet homme, je ne serais jamais où j'en suis. Vous êtes parti, on l'a vu, habiter la Guyane. Oui. Vous êtes depuis quelques années, vous auriez pu tourner la page, partir comme les frères et sœurs, ne rien dire, et vous avez décidé justement de parler. Ça vous a amené quand même beaucoup d'ennuis. Il faut savoir que Marilyn a été 3 fois agressée en Guyane. Oui. On vous a tondu en vous demandant d'avouer que vous étiez la fille d'Émile Louis. Je pense qu'on a voulu m'intimider. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a peut-être des choses que je suis censée savoir et que je ne sais pas. C'est possible aussi, puisqu'il n'a jamais été prouvé encore pour l'instant qu'Émile Louis était tout seul. On ne sait pas. Alors moi, je voudrais juste reprendre une phrase que vous dites dans votre livre et qui me semble très juste par rapport justement à ces sentiments compliqués et assez paradoxaux qu'on éprouve pour ses parents, quels qu'ils soient. Vous dites « Une part de moi le rejette, l'autre l'aime encore ». Oui, parce que enfin, c'est le propre des enfants martyrisés. L'aimer, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est un homme aussi qui est faible. C'est un homme qui a été aussi humilié par certaines personnes. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi cette part d'amour, ou tout simplement parce que c'est mon père. Peut-être tout simplement pour ça. Voilà, je vous remercie tous. Nous allons maintenant continuer cette émission avec le témoignage d'un homme qui a aussi subi et dénoncé des violences sexuelles à son encontre, une histoire aussi stupéfiante, celle d'un ancien voyou qui s'en est sorti grâce à la rencontre secrète et peu banale avec un policier. Je les retrouve tous les deux en face à face tout de suite après ce reportage. Ancien truand devenu PDG, Patrick Hendricks est aujourd'hui un homme d'affaires respecté en Belgique. Aujourd'hui, je suis à 6 sociétés et en employés, je crois qu'on a à peu près 700 à travers le monde entier maintenant. Abandonné par son père à la naissance, Patrick Hendricks a 4 ans quand sa mère le met en pension. Là, Patrick subit les brimades, la torture et bien pire, le viol. Aujourd'hui, il se souvient de l'enfant qu'il était et de son calvaire. C'est un gamin qui découvre le côté de la vie par la plus mauvaise porte. C'est un sourire qui dit « j'ai envie de vivre » et c'est des yeux qui disent « ah, si vous saviez ». Sorti de cet enfer, Patrick retrouve sa mère. Adolescent, il lui arrive souvent de venir s'isoler dans cette forêt de la périphérie de Bruxelles. Ouais, c'était mon royaume. Et je me sentais protégé parce que là, il n'y avait pas une porte qui allait s'ouvrir avec un surveillant qui allait s'amuser avec vous. Donc voilà. Élevé sans père dans un quartier difficile, Patrick Hendricks a mauvaise réputation. Il ne supporte pas qu'on dise de lui qu'il est un voyou et décide, révolté, de le devenir. À 17 ans, il entre dans les milieux mafieux. Recel, récupération de dettes de jeu, braquage. Son nom est désormais inscrit au fichier du grand banditisme. Arrestation, procès, Patrick Hendricks passera au total 11 années en prison. Sur les marches du palais de justice où il a été condamné, il se souvient du jour où il a enfin recouvré la liberté et décidé de sa nouvelle vie. Devant ma prison, j'ai 3 solutions. Ou partir à droite et retourner avec la famille, ou partir à gauche et faire partie de ce qu'on appelle le chôme-du. Donc être dans l'attente d'un travail
qui n'arrivera peut-être jamais, ou partir tout droit et me dire je vais essayer par moi-même. Et voilà, j'ai eu la bonne idée d'aller tout droit. Et de bouche à oreille, j'entends qu'une société a besoin d'un plombier. Et là aussi, je vais au bluff, puisque je prétends que je suis plombier depuis 10 ans, ce qui est complètement faux. Et aux airs d'un dépannage, je découvre un monsieur handicapé, et avec un cœur énorme. Et voilà, il se passe quelque chose entre lui et moi, quelque chose d'électrique. Et à cause de mon geste, lui fait un geste vis-à-vis de moi et me donne la formule d'un détergent que j'ai appelé Force 7. Et le succès est rapide. Son destin hors du commun, Patrick Hendricks était déjà venu nous en parler il y a 1 an. Dans son livre, il fait aujourd'hui de nouvelles révélations, une biographie dédiée à celles qu'il considère comme ses filles et qu'il a prises sous sa protection. Vous êtes fière de lui ? Pas par rapport à son passé ni son bouquin. Par rapport à ce qu'il est. Pour ce qu'il fait. Par rapport du fait de ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Si Patrick Hendricks est devenu un autre homme, c'est aussi grâce aux rencontres qui ont marqué sa vie, à commencer par la plus incroyable, celle qui réunit Patrick Le Tolard et Pierre-Bernard Welge le flic, qui enquêtent sur des affaires de pédophilie. Au départ, je voulais pas lui parler, c'est un sale poulet. Et que dans le code des voyous, on parle pas au poulet. Et puis, je me rends compte qu'avec subtilité, il laisse traîner quelques petits dossiers sur son bureau. Et voilà, et je prends des photos dans la gueule, comme on prend des claques dans la gueule. Et je me revois revenir en arrière à l'école du cul défoncé, comme moi je l'appelle, même si ça peut choquer les gens. Et je me rends compte qu'il y a un flic qui s'occupe de ça. Et il me demande un coup de main. Cette amitié qui aurait dû rester secrète, Patrick Hendricks l'a rendue publique à la télévision. C'était en 1990, alors qu'il était encore en prison. Voilà, c'était en 1989. Comme vous le dites, ce n'est pas fréquent qu'un voyou donne un coup de chapeau à un poulet. C'est ce que vous dites, Patrick Hendricks. Et on sent que c'est encore très, très émouvant pour l'un comme pour l'autre de revoir ces images. Je pense qu'on essaye tous les deux de sourire en regardant, mais je le connais bien. Je sais bien comment il réagit. Il sait comment je réagis aussi. Et je pense qu'on essaye de se cacher tous les deux derrière nos sourires. Alors, dans votre histoire, Patrick Hendricks, on a le sentiment, c'est que justement, petit à petit, vous avez levé le poids du secret. Vous avez commencé à dire, c'est vrai, dans Vie privée, vie publique, il y a 1 an, vous avez parlé de cet enfant plus que difficile, martyrisé. Vous avez parlé de cette rencontre, vous dites, qui vous a sauvé avec le commissaire Welge. Vous poursuivez en publiant ce livre, donc Les 3 marches aux presses de la Renaissance. Vous racontez des tas de choses qui peuvent être lourdes de conséquences pour vous, comme pour le commissaire Welge. On le fait tous les deux avec notre cœur. C'est un choix et on le regrette pas et on le regrettera. Moi, je pense jamais. Alors, commissaire Pierre-Bernard Welge, Patrick Hendricks est en prison. Oui. Il est considéré comme quelqu'un de dangereux. Oui. Et à l'époque, vous lui demandez son aide pour retrouver donc, des enfants qui ont été enlevés et qui sont dans une secte. Oui. Alors, comment vous pensez à aller chercher Patrick Hendricks du fond de sa prison pour vous aider à régler une affaire de cette sorte ? C'est une première. Au moment où je vais rencontrer Rocky, il y a 6 polices qui cherchent ces enfants depuis 3 ans. Et aucune des polices ne trouve ces 3 enfants après 3 ans de recherche. Moi, je ne suis pas meilleur que les autres, mais dans mon bureau, je me dis si tous ces policiers qui font leur boulot et qui le font bien ne trouvent pas ces enfants avec des méthodes entre guillemets catholiques, eh bien on va utiliser des méthodes non catholiques. Et je me suis enfermé chez moi pour revoir mes films de Belmondo. Et en revoyant les films de Belmondo, j'ai trouvé le truc. Exact. Et je me suis dit, je vais trouver dans le bottin mondain de la prison un type qui a encore plusieurs années de prison à faire. Et puis, je vais lui demander si, en échange de ce qu'il me demande comme faveur, je peux lui demander la faveur de me trouver des renseignements pour trouver les enfants. Et voilà comment notre relation a commencé. Donc, je l'ai fait venir dans mon bureau pour l'interroger soi-disant. Je ne l'ai pas interrogé du tout. Je lui ai laissé voir les dossiers que je voulais qu'il voie. Mais vous l'aviez prémédité, c'est la question que je me pose. Parce que ce sont vraiment les photos et ce que vous avez vu. Patrick, qui vous a décidé à dire oui à la proposition du commissaire Welge. Il faut se mettre à ma place. À travers les photos, je revois par où moi je suis passé. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais si effectivement, j'ai la preuve devant moi qu'il y a un flic qui s'occupe de ça, eh bien peut-être que si je mets à bon escient mon expérience de voyou et tout ce que j'ai appris pour sauver des gosses et pour essayer de changer les choses, alors il faut que je bouge mon cul et il faut que je le bouge vite. Tout ça sous le sceau du secret ?
commissaire Welge, quand vous le faites venir et que vous le laissez... Je n'en parle surtout à personne. À personne. À aucun de mes collègues. Là, je me fais c'est niette d'office. Vous lui demandez son aide donc pour retrouver ses enfants. Vous le laissez sortir de prison. Alors que je suis en instruction et que je sais que je vais prendre 10, 15, 20 ans. Et je le laisse sortir toute l'après-midi et je lui dis, si tu rentres, à quelle heure rentres-tu? Eh bien, rendez-vous à 6h au bistrot X. Pour que tu me ramènes en prison. C'était une folie. Ah bah oui, tout à fait. Et puis, je lui dis, mais si tu rentres pas, est-ce que tu es d'accord que si tu rentres pas, t'en as peut-être rien à fiche, mais moi, je suis plus commissaire à la police, ça c'est clair, ça, c'est sûr, et je prends ta place dans ta cellule parce que je vole en prison aussi sec, ce qui est d'ailleurs logique. Oui. Parce qu'un commissaire qui favorise l'évasion d'un type qui est en quartier de haute sécurité, ça fait des ordres et ça se fait pas. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Patrick? Vous êtes dit, je suis tombé sur un commissaire complètement fêlé. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Mais dans un premier temps, on est tellement sidéré par la réaction d'un poulet qui n'est pas normale, puisque moi, la première chose à quoi je pense, c'est quand il revient, je lui mets un coup de tête et je le mets au porte-manteau et je me casse. Et c'est les règles du jeu. Oui, mais vous ne l'avez pas fait. Non, je ne l'ai pas fait parce que... C'était le risque que je courais. Parce qu'il fait ce geste de confiance et on peut être voyou et surtout voyou, on a une mentalité différente, on ne trahit pas quelqu'un qui nous fait confiance. En prison, personne ne savait, Patrick, que vous sortiez comme ça régulièrement de prison? Non. Et à la police non plus. Et à la police non plus. Ça, j'imagine. Sauf qu'une des fois, invraisemblable. Une des fois où je l'ai laissé partir, je vais chez un collègue qui, par hasard, mais vraiment par hasard, enfin ça n'existe pas pour moi le hasard, me parle de lui. Et je dis, ben il est là dans la rue. Tu te fous de moi? Ben, je dis, non, regarde, il est là. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ben, je l'ai laissé prendre un sandwich. Mais t'es fou? Et le collègue ne comprenait pas comment j'avais pu faire une bêtise pareille. Alors comment? Ça aussi c'est la question qu'on se pose parce que dans le livre que vous avez écrit, vous ne vous étendez pas trop là-dessus, mais comment vous faites pour retrouver la piste alors que toutes les polices sont sur le coup depuis plusieurs années? Comment vous faites, vous? Parce que j'ai des très 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 bons contacts. Et voilà, et on travaillait, et c'est vrai que les gens ne comprennent pas comment est-ce que moi, le gros détenu, en 4 jours, je retrouve des gosses à 9000 km de chez nous. À 9000 km de chez nous. Mais qui vous donne les tuyaux? Des gens. Non, sans trahir, mais gens. qui vous donne les tuyaux? Mireille Lema. C'est des gens de toutes sortes. Point. Ça, j'en dirai pas plus, moi, en tout cas. Je trouve que déjà, le simple fait de raconter l'un et l'autre cette histoire, évidemment, vous met dans une situation absolument, surtout vous, la commissaire Welge, absolument épouvantable par rapport à la police. On est bien d'accord, oui. D'ailleurs, je suis rentré chez moi en disant à ma femme, est-ce que tu crois qu'on peut vivre à 2 sur ton salaire? Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu as encore inventé? Je lui ai raconté l'histoire et elle m'a dit, tu es fou. Et je dis, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? La même chose. Effectivement, c'était de la folie pure, mais ça a marché. Alors à partir de ce moment-là a commencé une véritable collaboration? Oui, hein? oui, puisque quelques mois plus tard, je décide de le faire passer sur une mission qui était connue à l'époque pour trouver des sous. Pour lui donner un coup de chapeau, mais pour trouver des sous pour l'association. Parce que c'était ça son objectif. Et là, vous prenez un risque majeur en le faisant, puisque vous dites effectivement... Oui, je me condamne à mort, puisque je vais officialiser mon amitié pour un sale poulet, puisque c'était un sale poulet en ce temps-là. Et je vais l'officialiser devant tout le monde. Et je suis dans les quartiers haute sécurité. Et les garçons qui sont en face de moi, c'est des perpètes, c'est des peines de mort, c'est des grosses pointures. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'au moment où le générique de fin arrive dans l'émission, dans ma tête, je me dis, je vais me coucher un peu parce qu'il me reste quelques heures à vivre. Le lendemain, les portes vont s'ouvrir et ça va être une catastrophe. Eh bien, je me rends compte qu'il y en a un qui applaudit, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis, je me rends compte que finalement, je n'ai jamais vu autant de humains chez les voyous. Mais en même temps, il y en a 2 en particulier qui veulent vous donner une correction, vous faire la peau. Oui, je les coince dans les douches. Oui. Je suis le seul qui est ressorti. Mais est-ce que ça veut dire quoi, ça? Je suis le seul qui est ressorti. C'est tout. Vous pouvez le dire, ça? Je suis le seul qui est sorti. Je ne dis pas qu'ils sont morts, je ne dis pas qu'ils boitent, je ne dis pas qu'ils sont dans une charrette. Je suis le seul qui est sorti. Ça vous fait rire quand il dit ça, vous, commissaire Welge? Pourquoi? Parce que ce sont les règles, pas du jeu, malheureusement, mais les règles en vigueur. Patrick, vous qui dénoncez la violence, à un moment donné, c'est un passage qui fait quand même un tout petit peu froid dans le dos, dans votre livre, quand des pédophiles
donc ce qu'on appelle des pointeurs, des violeurs, arrivent en prison. À un moment donné, le gardien de prison vous donne le feu vert pour le corriger ou vous en débarrasser. Et s'ensuit toute une description très, très, très dure, je dois dire, où vous donnez une correction à cet homme qui est terrorisé. Je veux le tuer. Oui, vous voulez le tuer, vous le dites. Je veux le tuer, mais je veux d'abord l'humilier. Je veux m'amuser. Et en fait, je suis tellement con en ce moment-là que je me rends pas compte que le plus perdant des deux, c'est moi dans l'histoire. Parce que je crois que ça va me soulager, parce que je crois que ça va m'apporter plein de choses. Et puis, mais quand vous faites ça, je l'explose. Je le martyrise. Oui, je le martyrise. En plus, je sais que j'ai un passe-droit. Je sais que je risque rien. Alors, je prends mon temps. Mais justement, quand on lit ça, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'à ce moment-là, vous qui avez pris beaucoup de recul, qui avez réfléchi à beaucoup de choses, vous êtes en pleine reproduction de ce qui vous a été fait. Non. Vous êtes en train de vous déchaîner de la même façon. Non. Ça ne vous amène, d'ailleurs vous le dites, c'est ce qui est de très beau, dans le livre, je vous me dites... venge parce que j'ai la conviction que ça va me soulager et que ça va me rembourser. Mais je le dis aussi dans le bouquin, ça ne m'apporte rien. Pourquoi vous l'avez écrit? Vous savez bien que vous encourez critiques, risques, vous retrouvez finalement de toute façon, hors la loi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On va nous condamner à mort, on va nous mettre en prison. Vous savez, quand on est passé à TF1, il n'ose pas le dire, moi j'ose le dire. Au lieu de le complimenter pour les actes qu'il fait pour essayer de sauver les gosses, on l'a fait passer 4 fois en conseil de discipline. Vous trouvez ça normal? 4 fois en conseil de discipline. C'était le sens de ma question. Vous l'avez c'est pas normal. Vous l'avez payé cher. Vous risquez encore de le payer cher. C'était ça que je vous demandais. Pourquoi vous êtes très proches, c'est vrai, l'un et l'autre. Vous êtes très jusque-boutiste. Pour travailler dans des milieux pareils, avec des règles de tordu, c'est pas avec des méthodes catholiques ou avec des méthodes réglo qu'on attrape ce qu'on veut comme renseignement. Enfin, on rentre pas à la police et on rentre pas dans le monde des truands, je suppose non plus, comme on rentre à la poste. J'ai rien contre les gens qui rentrent à la poste, c'est un choix de vie. Donc c'est là-dessus que vous comprenez, oui, vous entendez. Oui. Je vous disais qu'on faisait un travail difficile, qui est de sauver des enfants. Moi, c'est mon objectif, ça a été mon objectif, c'est mon objectif et ce sera encore mon objectif. Puisque vous aviez monté une association, qui existe toujours, qui travaille toujours à aider des jeunes. Flics et voyous. Oui, à les aider à vivre et plus à survivre et à sortir de leurs difficultés, quelles que soient leurs difficultés. Et le roi en Belgique m'a chargé lui-même de m'occuper jusqu'à la fin de ma carrière de trouver des solutions aux difficultés des jeunes dans mon pays. Alors, est-ce que vous êtes les nouveaux Zorro, les justiciers? Comment vous considérez, là, tous les deux? On ne se substitue pas à la justice, c'est pas notre ambition. On ne veut pas être des D'Artagnan, des Zorro, ou des... C'est pas ça l'ambition. Je crois que c'est important peut-être de bien le souligner. Tout à fait. D'abord, on s'est dit tous les deux, on va aller au charbon, parce que si le fait de montrer notre ronge, on sauve un gosse, on aura gagné. Merci à tous les deux d'avoir apporté votre témoignage, d'avoir aussi accepté d'être ensemble, côte à côte, pour parler de tout ça. Quant à nous, nous nous retrouvons dans 3 semaines pour une autre vie privée, vie publique. Pour en savoir plus ou pour réagir, retrouvez le site Vie privée, vie publique sur france3.fr. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.